Personne nous a appris à manger, personne nous a appris à faire caca non plus. Quand on va passer son bac, la moitié a la diarrhée, l'autre moitié est constipée, tout le monde a mal au ventre. Et c'est un côté humiliant qui est terrifiant, parce qu'on s'est mis, nous, les docteurs, à mettre l'étiquette. Il est stressé, c'est dans la tête, c'est pour les psychiatres. Et ça, c'est le boulot du gastro-entérologue. Et le boulot, c'est d'écouter. Quelque chose qui devrait pas faire mal, comme quand tu m'as tapoté la main avec ton doigt, se met à faire mal. Ton corps, c'est ton outil de travail, c'est ton lieu de vie, c'est à toi, et en fait, ça déconne, et tu comprends pas pourquoi. Deuxième mythe, est-ce qu'on parlerait pas un peu du gluten dans le syndrome de l'intestin irritable ? Il est en cause ou il est pas en cause ? Pas tout à fait. J'en ai marre. Le SIBO, j'en ai vraiment marre. Il y a trop de gens qui se font pomper du fric avec des tests à la con. Les malades s'embarquent tout seuls dans une mauvaise direction. Faut faire attention. Il y a des positions très clairement qui sont vicieuses. Je le mets sous psyllium. Une selle par jour moulée. Un seul petit épisode de fuite. J'ai changé sa vie. Le lactose, est-ce qu'il est en cause dans le syndrome de l'intestin irritable ? Alors ça, c'est un excellent point. Et c'est un énorme problème. T'es une bactérie, t'es en train de te balader, tranquille, peinard, t'as bien mangé quand t'étais petit, t'es bien en forme, et là t'arrives dans une prison de haute sécurité, qui est l'écosystème digestif, où tu vas avoir pour toi à peu près 25 cm² d'espace pour survivre. Rambo, à la fin du film, il a niqué tout le monde, il a tout pété, il a gagné, mais putain, il a mal partout. Il a mal partout, il en a pris plein la gueule, il saigne, il coule, etc. Alors ouais, super, il est debout, ben oui, mais ça c'est stop. Bon, ça n'a pas loupé. Il avait un cancer du côlon. Quels sont les symptômes de l'intestin irritable ? Alors déjà, il faut se rappeler un truc, c'est que la définition de l'intestin irritable, c'est 2 symptômes. C'est la diarrhée, la constipation, donc le trouble du transit, associé à une douleur abdominale. Et dans cet énorme fourre-tout, là, en fait, il y a, si tu considères juste ça, tu mets 10 à 5%, 1% selon les études de la population mondiale là-dedans, dans cette case. Et tout le boulot, c'est que sur ces 2 symptômes dont les gens vont se plaindre, c'est d'aller chercher, si tu veux, les cases. C'est-à-dire, en fait, tel malade, il a telle cause d'intestin irritable, il y a une part alimentaire, il y a une part de post-infectieux, il y a une diarrhée, en fait, que tout le monde a raté. Et finalement, plus je travaille, plus le vrai intestin irritable, c'est-à-dire des gens qui ont douleur abdominale plus un trouble du transit, en fait, j'arrive à les mettre dans une sous-case. Et enlever cette étiquette qui peut parfois être vécue comme un truc... c'est collé sur la tête. Souvent les malades arrivent en consulte, j'ai un intestin irritable, et ils repartent pas avec forcément le même diagnostic, parce que juste on a été passer du temps à parler, aller chercher la petite bête dans les coins, qui va orienter vers le mécanisme. Et en fait, des malades qui ont ça, j'en ai pas tant que ça, sans savoir d'où ça vient. Donc c'est hyper intéressant, ça veut dire que si on a un trouble du transit et des douleurs abdominales, on a forcément un syndrome de l'intestin irritable ? Non, c'est bien ce que tu viens de dire, parce que sinon il y aurait beaucoup trop de monde. Exactement. Et l'autre chose, moi, que j'ai compris et que je trouve hyper intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'au sein de ce syndrome de l'intestin irritable, les gens n'ont pas ces symptômes-là pour la même raison. Exactement. Donc, ouais. Ok, c'est comme si... quel exemple je peux trouver ? Tousser, la toux. La toux, on peut avoir tout mal au dos. Parce que... Alors, le dos, je te l'avais dit quand on avait préparé la vidéo, ça m'y fait énormément penser, mais effectivement, on peut tousser parce qu'on a un chat dans la gorge, parce qu'on a des reflux au niveau de l'estomac, parce qu'on a une pneumonie, etc. Et là, c'est exactement la même chose. Parce qu'on a un cancer du poumon aussi. Ok. Et alors, dès que les gens ont mal au bide, maintenant, on a la cancérophobie est un peu partout, si tu veux. Donc, tout le boulot, c'est de faire les examens au bon moment. Ça dépend pas mal de l'âge ou ce genre de choses. Plus tu vis, plus tu as de chances d'avoir des maladies qu'on a envie, en tout cas, d'éliminer avant de mettre l'étiquette. Parce que ça va beaucoup trop vite. Des fois, de mettre l'étiquette chez des patients jeunes, notamment. Voilà, je vous fais pas les endoscopies, non, vous êtes trop jeune. Parce que statistiquement, il y a très peu de chances qu'on trouve quelque chose. Exactement, ou pas. En fait, c'est-à-dire que le travail délicat du gastro-entérologue, c'est de poser l'indication pour dire, en fait, c'est ultra typique, donc il n'y a pas forcément besoin de faire les examens. Et moi, c'est les patients à qui je fais pas d'examen, c'est les gens en fait qui bouffent n'importe quoi. Et personne nous a appris à manger. Personne. Personne nous a appris à faire caca non plus. Alors ça, j'ai pas honte de le dire. Tu vois, on nous a mis sur un pot, on nous a dit voilà, débrouille-toi. Il y a eu un résultat, maman était contente. Et puis après, 30 ans plus tard. On s'est même pas trop intéressé. Je pense, non ? C'est-à-dire que c'est peut-être un peu tabou, etc. En fait, ça paraît complètement dingue ce que je viens de dire. Apprendre à faire caca. Mais chez mes malades constipés, c'est un truc. Les positions vicieuses, les gens qui poussent n'importe comment depuis l'enfance. Alors quand t'es gamin, c'est souple, voilà, ça finit par sortir et maman est contente parce qu'elle a la récompense. Mais je vois des trucs à l'âge adulte où des gens font n'importe quoi. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre à faire caca. Si tu veux. On va
En live et tout ? Important, si tu veux. Ok, d'accord. Ok. On fera un TP, mais on restera très théorique. On va D'accord. rester un peu théorique, mais on décrira quand même. Non, mais hyper important. On va apprendre à faire caca. On va également essayer de sous-grouper, d'expliquer un petit peu les différentes causes de syndrome de l'intestin irritable, parce que tu l'as dit. Et déjà, moi, je trouve ça passionnant, parce que sur les réseaux sociaux, on voit plein de trucs. Si vous avez un syndrome de l'intestin irritable, faites ça. Bah déjà, suivant la cause, le conseil il sera bon ou il sera mauvais. Alors peut-être que tu nous le diras, des fois il est tout le temps mauvais. En tout cas, tu nous diras ce que toi tu recommandes à tes patients. Donc j'ai 1000 questions. On est parti. Je te propose d'abord de te présenter, Henri. Alors, moi, je suis le professeur Henri Duboc. Je suis gastro-entérologue à l'hôpital Louis Mourier, à la PHP, et à l'université Paris-Cité. Et voilà, mon topic, c'est... mes patients et aussi la recherche, c'est l'intestin irritable en partie. C'est tous les troubles fonctionnels digestifs où les gens ont des symptômes et les collègues me les envoient et ils savent pas quoi en faire. Voilà, c'est un peu ça le boulot. Donc si on reprend la base, c'est quoi l'intestin irritable ? Moi je vois qu'il y a différents noms. Est-ce que c'est la même chose ? Côlon irritable, colopathie fonctionnelle ? Est-ce que c'est des mots qui sont interchangeables ? Et explique-nous un petit peu ce qui se passe au niveau de notre intestin quand on a un intestin irritable. Alors globalement, tu as aussi le trouble fonctionnel intestinal. En gros, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de maladie visible, et puis ça fait mal, et le transit est modifié. Et tu te retrouves avec cette association, c'est un peu ça. Et alors la physiopathologie de ça, d'où ça vient ? En fait, elle est multifactorielle. Et alors quand les gens, et le docteur qui dit ça, quand il dit c'est multifactoriel, il te fait passer un message. C'est insupportable. Alors en fait... En tant que patient, c'est dur à retenir, à entendre. Eh ben justement, c'est pour ça que j'embraye toujours sur un autre truc, en disant, ça veut dire on sait de quoi on parle, mais pas complètement. Et en tout cas, on s'y intéresse. C'est-à-dire que t'as un peu la règle des 30%. Dans 30%, tu vas trouver un problème du système immunitaire, un problème du microbiote, un problème de ci, de machin, des acides biliaires, de perméabilité intestinale. Tu as le risque que des patients fassent des fixettes sur ils ont vu un truc. Donc, oulala, j'ai un intestin poreux, donc t'entends des conneries cosmiques de ce genre-là, avec des gens, on leur a mis ça dans la tête. Mais au milieu, il y a du vrai, scientifique, pas forcément applicable en pratique clinique. Et donc, les différentes cases que tu as dans différentes causes de l'intestin irritable, tu as ce qu'on appelle le trouble moteur, donc l'intestin qui se contracte pas forcément très très bien, trop vite, pas assez vite, c'est comme ça qu'on a fait l'intestin, il se contracte ? Ah ben l'intestin, ça, il est incroyable, l'intestin. L'intestin, on peut parler de deuxième cerveau ou pas ? Allez, on va essayer de parler de ça, et après on reprendra sur pourquoi il y a un problème au niveau de l'intestin, possiblement. Alors, l'intestin, je veux dire, t'es au courant de ce que tu manges ici, et puis t'es au courant quand ça sort. Et puis de temps en temps, ça bloque là, tu vois, et donc t'as vaguement un signal où tu bois un verre d'eau pour que ça passe, mais c'est un signal assez faible, tu vois, c'est pas hyper discriminant. Quand t'as un truc coincé, tu peux pas dire si c'est du poulet, de la tomate, du pain, alors que ça, au bout du doigt, tu peux le dire. Parce que ça, tu vois, je sais que c'est du bois. Juste en touchant la table là-dedans, c'est très très pauvre le rendu d'information. Et les gens essaient d'interpréter leurs symptômes. Quand t'as trop mangé aussi, t'es au courant, mais globalement, la digestion, t'es incapable de me dire là, qu'est-ce que t'as mangé ce matin, au petit déjeuner? Ce matin, j'ai mangé des flocons d'avoine avec des fruits rouges et du fromage blanc. C'est plutôt pas mal. Où est-ce qu'ils sont là? Ils doivent être dans mon estomac à peu près, parce que on a enregistré avec une collègue à toi qui nous a dit que ça pouvait rester de 20 minutes pour des liquides à 4-5 heures pour des solides. Donc je dirais non. Ouais, 4-5 heures c'est beaucoup. Je pense que ça dépend s'il y a de la graisse et des choses comme ça qui doivent ralentir, non, peut-être? Oui, non, mais bon, globalement, on dit qu'à 4 heures, t'as complètement vidé les liquides, enfin les liquides largement et les solides en tout cas. Donc là, ils devaient être quelque part au début de ton grêle. Tu le sens? Tu sais où ils sont? Bien sûr que non. Bah voilà. Et ça, alors que si t'as un moindre truc qui se balade sur ton bras, tu sais. Et il est là le problème du deuxième cerveau, c'est que c'est pas parce que t'as plein de neurones, parce qu'il y a plein de neurones dans le tube digestif, ils vont réguler la sécrétion, parce que ça sécrète, il y a du mucus, voilà. Ils vont réguler la motricité localement, donc la capacité de l'intestin à balancer les aliments et à les faire progresser le long du tube digestif. Mais pour penser, pour donner des infos, c'est un organe débile. Mais alors, complètement débile. Et je dis toujours cette image, les patients ils viennent avec des grands mantras que moi-même j'ai prononcés en congrès, l'intestin, deuxième cerveau, blablabla, il y a plein de neurones, etc. En fait, essayez de remplir votre feuille des impôts avec votre intestin. Si vous y arrivez, vous m'envoyez un mail. Tu vois? Donc, le premier des trucs à avoir compris, c'est que c'est pas un copain, en fait, dans la façon dont il parle. L'intestin, il s'exprime de façon très pauvre. Et si on prend l'exemple du ballonnement, qui est très fréquent dans l'intestin irritable, un jour, je suis sûr, parce que moi, ça m'est arrivé, j'ai été aux toilettes, ou pas d'ailleurs, j'ai lâché ce qu'on appelle un vent, voilà, et je me sentais ballonné, je me suis senti mieux derrière. Donc l'assimilation immédiate, c'est
Dès que j'ai une sensation de ballonnement, c'est qu'il y a du gaz. Qu'il y a un truc qui est complètement faux, en fait. On sait que cette sensation de tension, etc., peut correspondre à plein d'autres choses que du gaz. Tu as du liquide, un problème de sensibilité où en fait, il va donner un signal douloureux ou de tension pour rien, ou en réaction à un aliment un peu en particulier, qui est toujours difficile à identifier pour le patient, parce que des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Et donc, essayer d'interpréter les sensations du ventre, c'est un truc très très compliqué et qu'il faut pas trop faire. Les patients, c'est quand même incroyable ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis qu'il ne faut pas tellement prêter d'attention à ce qu'on ressent au niveau de notre ventre, que ça soit au niveau douleur, au niveau bruit, au niveau sensation, etc. Alors, si il faut y prêter de l'attention, parce que ça peut être le symptôme de ci, puis parce que c'est de la souffrance aussi. Et le premier qui doit y passer de l'attention, mais en fait, c'est le médecin. Il ne faut pas tellement l'interpréter personnellement. C'est exactement ça. Si tu veux, essayer de comprendre les gens qui te font un descriptif, là, il y a un truc, ça brûle, ça chauffe, là, puis ça passe un truc, non, ça correspond à rien du tout. Mais il faut leur donner les clés, parce que c'est ton corps. Et c'est insupportable. C'est ton corps, c'est ton outil de travail, c'est ton lieu de vie. C'est à toi. Et en fait, bah, ça déconne, et tu comprends pas pourquoi. Et je prends souvent l'exemple, pour donner des clés aux patients, de ce qui se passe après manger. Ce qui se passe après manger, c'est que tu as souvent ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique, c'est-à-dire l'estomac, il est pas bête, il dit bah ça c'est rempli. Les mecs, faites de la place quoi. Donc il t'envoie aux toilettes. Mais c'est vrai qu'on a envie d'aller aux toilettes après chaque repas. Oui, alors pas chez tout le monde, figure-toi, mais c'est absolument pas anormal. Mais c'est un réflexe tout bête de dire bah j'augmente le volume en haut, dans l'estomac, les aliments viennent d'arriver, bah vous êtes gentil, vous faites la vidange en bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu évacues des aliments qui sont pas du tout ceux que tu viens de manger et qui datent d'il y a plusieurs heures. C'est-à-dire, enfin plusieurs jours même. C'est-à-dire que moi, j'ai un temps de transit. Si on devait mesurer mon temps de transit colique ou le tien, on serait sur 70, 80 heures. Le temps de transit du côlon. Parce que toi, tu vas digérer. Tu vas mettre 6, 8 heures à absorber les nutriments. Donc ça, c'est ton énergie, tes calories, et puis tu calcules tout bête, 3 x 8, 24 heures, tu vois, ça fait tes 3 repas, à peu de choses près, tu vois l'image. Mais après, il faut fabriquer la selle. Il y a un truc qui est très précieux à l'intérieur de ton intestin, c'est l'eau. L'eau, c'est une ressource, si tu veux, dans la nature, qui est pas censée couler du robinet, tu vois. Donc le système est très bien fait. Et le côlon va voir arriver une masse de déchets qui barbote dans du liquide, dans ses sécom, et il va devoir tout réaspirer. Et ça lui prend du temps. Et en fait, quand tu mesures le temps de transit avec des PLS, des granules, ça prend vachement de temps. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as mangé il y a 70 heures? Non. Ouais, personne. Moi, ma question préférée des patients, c'est qu'est-ce que vous avez... D'abord, ils arrivent, ils me disent, je mange de tout. Ok, on va en reparler. Et puis ensuite, je leur dis, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Ils disent, hier soir. Et puis en fait, mon message, c'est que tu as l'impression que tu as certains aliments qui t'envoient aux toilettes plus que d'autres. Alors ça peut être vrai, c'est-à-dire qu'il y a certains aliments qui vont vraiment donner la diarrhée à des gens, mais quelquefois c'est le réflexe gastrocolique. Donc ce que tu as dit tout à l'heure, le système digestif veut faire de la place pour accueillir le nouveau repas, on fait du vide. Exactement. Et puis des fois tu vas manger ce même aliment qui va pas forcément te faire mal au ventre, des fois tu vas avoir le transit qui va être ralenti, tu sais pas pourquoi, et en gros tu peux pas présager de ce que ce sera, et ça rend les gens fous. Ça rend les gens fous parce qu'ils sont en souffrance, ils sont en train de faire un truc, ils savent pas si ça va leur tomber dessus, d'avoir envie d'y aller ou pas. En fait, ils veulent chercher des solutions à travers cette interprétation, parce qu'ils veulent essayer de se dire, là j'ai mangé ça, ça a entraîné ça, et donc la prochaine fois, je vais éviter de remanger ça pour éviter d'avoir de nouveau cette douleur. Alors ça, c'est un excellent point, et c'est un énorme problème. Si on part de patients, moi j'ai souvent des patients, on part du patient on a éliminé des diagnostics graves, etc. Et il se dit, le patient, bah voilà, je mange ça, j'ai remarqué que, donc j'en mange plus. Et je vois arriver des patients avec des régimes, mais restrictifs, complètement dingues en fait, ils bouffent plus rien, parce qu'ils ont peur de ci, ils ont peur de ça, ils ont lu ci, ça comme connerie, il y a la voisine qui a mis son nez dedans, qui a dit oui, ma fille depuis qu'elle mange ça, ça va mieux ou qu'elle mange plus ça. Et je vois des gens qui bouffent rien, quoi, qui sont carencés en vitamines. Donc là, on refait toute l'enquête diététique, et puis on s'aperçoit qu'en fait, c'était pas du tout les aliments qui suspectaient qu'ils leur faisaient mal. Et parce qu'on a trop vite fait l'association entre un jour j'ai eu mal parce que j'ai mangé ça, et cette association, attention, peut aussi être vraie. Et ça, c'est le boulot du gastro-entérologue. Et le boulot, c'est d'écouter.
Et le truc qui me frustre le plus dans mon boulot, c'est de voir des gens qui, il y a 10 ans, ont vu un gastro et qui leur a dit beaucoup trop vieille école, achetez-vous un chat, vous êtes stressé. On dit quand même pas vraiment ça. Si. J'ai des trucs qui sont d'une violence et qui sont ultra humiliants. Des patients qui ont ce que j'appelle le syndrome de recherche des toilettes, ils sont tellement mal, ils ont de telles impériosités qu'ils font pas de trajet s'ils n'ont pas des chiottes sur le chemin. Il y a des applications qui existent. Hein. Ouais. Où sont les toilettes? Alors je sais plus si ça a changé, moi c'est celle que je conseillais aux patients. Et en fait, il y a des gens qui vont plus au resto, qui ont des restrictions sociales absolument monstrueuses pour ça. Et quand vous prenez un truc comme ça dans la tronche, alors que vous n'avez pas pu aller dîner avec vos potes, que vous avez loupé le dîner de Noël, qu'on vous a dit 10 fois que vous n'allez pas en mourir, et vous avez l'impression de ne pas être pris au sérieux. Il faut faire vraiment la différence entre ne pas avoir de maladie grave et la souffrance. Et la souffrance se mesure, et moi je la mesure de plus en plus dans mes questions sur le retentissement social de la maladie. Sur est-ce que vous vous privez de faire des choses. Et ça, c'est une dimension qui peut être gigantesque, qui peut se corriger extrêmement bien, en plus, avec des trucs très simples. C'est pour ça que des fois, quand j'y arrive, parce que j'y arrive pas toujours, faut pas croire. Je vois les patients souvent, plusieurs fois, je vais chercher ce que j'appelle les points de qualité de vie petit à petit. Mais quand tu y arrives, t'as une statue un petit mini Duboc imprimé en 3D sur la cheminée, quoi. Et je blague à moitié. On va essayer d'imprimer plein de mini Duboc chez tous les gens qui nous regardent. Je te propose, on recentre un peu sur l'intestin. Du coup, il se passe quoi au niveau de l'intestin, ce que tu nous disais, quand une personne a potentiellement un syndrome de l'intestin irritable? Il y a des facteurs déclenchants qui vont le faire bouger trop vite, ou pas assez. Le premier, c'est le stress. Le stress est un mot qui est complètement galvaudé. Le stress de la charge mentale d'avoir 2 enfants, être une femme, chef d'entreprise, je vois ça tout le temps, courir partout, c'est pas le même stress que celui d'aller à l'école, que de voir sa mère, que machin, que le stress de l'ulcère de stress de réanimation. Stress, ça veut plus rien dire. Et il y a les stress aigus, les stress réguliers, les stress chroniques, les stress usants. Et quand je prononce le mot stress, tout de suite, je vois le malade qui me regarde et qui me dit, il va me coller l'étiquette de ma boule stressée. Et le premier truc que je leur dis, que vous soyez un hamster, un rat, un cheval, une souris ou un humain, le stress, ça va avoir une conséquence sur votre transit, c'est physiologique. Quand on va passer son bac, la moitié a la diarrhée, l'autre moitié est constipée, tout le monde a mal au ventre. Il y a juste 1 ou 2 emmerdeurs dans un coin qui sont là, qui reviennent. Ah, ça va, cool, bientôt libéré, je gère, ça va bien se passer, je suis content, on va bientôt être libéré, que personne peut blairer et que tout le monde a envie d'étrangler. Mais la vraie vie pour tout le monde, c'est que le stress, c'est comme ça. Et ma question d'après, c'est est-ce que vous passez votre bac tous les jours? Et alors, il y en a pour eux, passer leur bac tous les jours, leur charge mentale, etc., c'est normal, c'est leur vie, ils se sont construits comme ça. Il y a énormément dans le stress chronique de gens qui ont subi des sévices sexuels, harcèlement, violence, harcèlement scolaire, violence, tu vois, des viols. Enfin, je vois des horreurs en fait, qui sont des questions qui sont pas assez soulevées, pas assez demandées. Alors quand on a quelqu'un qui s'est construit, qui a un métier, tu vois, qui est machin et qu'on ne soupçonne pas, en fait, quand on creuse, on a des surprises absolument terrifiantes des fois, de gens qui sont passés par des choses inimaginables. Et ce stress, et en tout cas cette manifestation par l'intestin du stress, elle est normale et il faut juste ensuite discuter avec le patient en disant « Attendez, j'ai pas dit que c'était ça, mais on va voir chez vous si c'est un axe de travail ou pas. » Et c'est pour ça que je prends 45 minutes de consulte. Donc le stress, c'est quelque chose de majeur. Les aliments, n'en parlons pas. Alors il y a un premier cluster, c'est « Qu'est-ce que vous mangez ?» Ok, quand j'ai entendu en consulte, j'ai un petit moment d'émotion, le cordon bleu, c'est des légumes. Voilà. Et en fait, là, quand on prend le temps de poser la question, qu'est-ce que vous mangez, creuser, parce que au départ, les gens disent, je mange de tout, le dîner du repas, c'est toujours, le dîner de la veille, c'est toujours, hier, j'ai mangé, ouais, c'est vrai qu'hier, non, c'est vrai qu'hier, j'ai mangé des pâtes avec du ketchup, parce que j'étais pressé, avec du fromage, machin. Bon, et les légumes verts, finalement, parce qu'au début, tout le monde j'ai l'impression qu'ils bouffent tous des haricots 3 fois par jour et de la salade, si tu veux. Et en fait, tu vois bien que la part en fibres est pas bonne. Mais Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tout le monde estime qu'ils mangent bien, tous tes patients te disent oui, on mange des légumes, etc. Et quand tu les interroges sur mais à ce repas il y avait quoi, soit ils s'en souviennent pas, soit finalement il n'y a pas les légumes. Alors exactement, ils ont peur de se prendre une soufflante parce que inévitablement il y a l'image du docteur sérieux machin là qu'il faut un peu, donc je les mets à l'aise
Parce qu'en fait, ils ont peur de s'entendre dire encore un truc, une brimade, il faudrait manger des haricots, tu vois. Et c'est pas du tout le raisonnement. Mais c'est vraiment incroyable pour le système digestif et pour l'intestin de manger des légumes? En fait, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que nous, on est des homo sapiens. Si nous avions fait cette interview il y a 2000 ans, allez, 4000 ans, on serait probablement à poil, en espèce de slip Tarzan, je sais pas où ils en étaient les coutumes, ça devait dépendre de la tribu, peu importe. Et qu'est-ce qu'on aurait bouffé le matin? Peut-être un peu de mammouth si on avait eu du bol, hein, si tu veux. Mais sinon, on aurait bouffé quoi? Des racines et des légumes, quoi. Et pas de sucre. Quasiment zéro sucre. Donc en fait, on est fait pour manger ça. C'est comme ça. Et tu le vois immédiatement, j'ai plein de patients, quand je vais vers le repas et les fibres, qui sont d'origines diverses dans le monde. J'ai beaucoup de patients indo-pakistanais qui mangent énormément de riz blanc, tu vois, des plats en sauce, et il y a culturellement, c'est pas un reproche, c'est juste que culturellement, t'as pas énormément. Beaucoup. C'est terrible. Et ils sont là, ils ont mal au bide, etc. Alors je réintroduis les fibres, on discute, on essaye de trouver la fibre, parce que quand on n'a pas mangé de légumes verts, machin, quand on est petit, déjà quand on en mange quand on est petit, on n'a pas forcément envie d'en bouffer adulte. Enfin, moi, j'en mange parce que je sais que c'est bon pour mon transit, mais bon, voilà, moi je préfère, je suis un viandard, hein, voilà, c'est pas ce que je préfère, j'aime bien manger des conneries, des sucres, et je devrais pas. Eh ben, on réintroduit des fibres et on voit l'effet immédiat. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà essayé de pousser du flambi? Vas-y, avec ta main. Qu'est-ce qui va se passer? Il va éclater un peu partout? Il va s'étaler partout. D'accord? Donc, rentabilité du mouvement, si tu as envie de le déplacer comme ça, 0. Eh ben, imagine que ton côlon, là. Si tu n'as pas donné de squelette à tes selles, notamment avec des fibres, la bonne texture, lui, il va pousser sur du flambi. Et dès que tu mets les fibres, tu retextures et tu vas mieux propulser, tu vas former des selles de meilleure qualité. Et tu vas les évacuer plus facilement. Donc, dans la part de la constipation, c'est fondamental. Et ça, c'est typiquement des malades qui vont faire des billes aux toilettes, qui vont dire, ils viennent en général pour diarrhée. Ils ont la fausse diarrhée du constipé. Donc, ils ont un intestin irritable ou ils ont une douleur abdominale. Ils viennent avec une diarrhée, mais en fait, pendant 3 jours, ils y vont pas. Et puis, le 4e jour, il faut ils vident leur PEL, hein, tu vois. Et donc, t'as toutes les économies qui sortent d'un coup. Et ça commence en général dur, puis liquide, ça les emmerde toute la journée. Là. Ils sont au travail, ils ont leur vie, etc. Et en fait, dès que tu rétablis ces choses toutes simples avec des fibres... Donc, quelqu'un qui est constipé, il va pas faire caca, par exemple, pendant 3 jours. 4e jour, quand il y va, ça peut être liquide. Et ça, c'est quand même quelqu'un qui est constipé. Parce qu'on a l'image, quand même, de la personne constipée qui fait des selles ultra solides. Alors, je réponds 2 choses. D'abord, oui, ça va être liquide. Pourquoi? Parce que on prend un tube, tu vois, c'est comme le volcan. C'est-à-dire que t'as tout au bout, à la sortie, là, t'as la croûte. Voilà, comme le volcan, pas explosif, mais presque. Donc, il va y aller une première fois, il va sortir des billes, des selles toutes dures, mais derrière, ça s'est accumulé. C'est pas encore tout à fait déshydraté, c'est mal formé, c'est mou, c'est mal texturé. Et puis là, vas-y, là, et ça commence, paf. Et donc, il se plaint de cette émission fréquente de sel qui n'est en fait la conséquence que d'une constipation. Alors, ensuite, la partie 2 de ta question, c'était... Je te disais qu'on peut avoir des selles liquides quand on était constipé, mais ça, tu m'as dit oui, tu viens d'y répondre. Et je te disais qu'on pouvait du coup ne pas faire de sel, qu'après ça sortait le 4e jour, et je te disais que généralement quand on était constipé, on avait des selles qui étaient solides. Oui, alors c'est ça? Alors, non. Non. Mais moi, je suis pas constipé, donc tu vois, j'ai une mauvaise alors, connaissance. C'est très bien. Alors, c'est comme... Mais je pense que c'est une notion... je me trompe quand c'est une idée reçue assez fréquente? Alors, tu te trompes pas du tout. La définition de la constipation, c'est un enfer, en fait. C'est un enfer. Tous les 10 ans, il y a à Rome un grand colloque qui s'appelle la Conférence de Rome, où tous les gens comme moi, là, qui font de l'intestin irritable, se réunissent et discutent sur... pendant 10 ans, on s'est servi de cette définition. Comment on va... où est-ce que ça a été efficace? Où est-ce que ça n'a pas été efficace? Comment on va redéfinir la constipation, encore une fois? Moi, ma définition préférée, c'est « est constipé qui se dit constipé ». Et tu as la constipation liée au transit et la constipation liée à la sortie. Je m'explique. T'as déjà pris la voiture? Oui. Le périph'? Oui. Bon, ça, c'est la porte de Saint-Ouen. Ça, c'est la porte de Clignancourt. Il est 17h. On va les mettre comme ça. Il est 17h, donc ça se passe comment sur le périph'? Pas très bien. Ok, on est d'accord. Et ça se passe mal pour 2 raisons. Parce que ça n'avance pas. Donc ça, c'est le côlon qui propulse pas assez vite. C'est ce qu'on appelle la constipation de transit. Et puis la porte de Clignancourt. La sortie.
qui est mal foutu, les bagnoles sont là, machin, ça sort pas bien. Et donc ça, c'est la constipation terminale. Et donc, tu as des gens qui ont une vitesse de transit du côlon normale, mais qui, en fait, quand ils poussent n'importe comment. N'importe comment. Et notamment, le fameux anisme. L'anisme, c'est quoi? C'est un truc, quand je commence à amener, à expliquer ça aux patients et les examens qu'on va devoir faire pour le démasquer, c'est que, en fait, quand tu imagines un tube de dentifrice, tu t'es brossé les dents ce matin Oui. Bon. T'as appuyé où sur ton tube de dentifrice? N'importe où, en plein milieu sûrement. Eh ben attends, d'accord, bon, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. On est d'accord. Et puis, t'as ouvert le bouchon ou pas? Oui. Bon, ça, c'est bien. Ok, donc imagine que ton rectum appuie pas tout à fait bien, un peu au milieu ou un peu pas comme il faudrait, avec une désynchronisation, si tu veux, de la contraction, et puis que tu laisses le bouchon fermé, l'anus se ferme. Énormément de patients ont une constipation terminale parce que quand ils poussent, ils ferment leur anus. Tout à l'heure, là, dans 1h30, quand on aura fini, je vais essayer de sortir. Si la porte est fermée, je vais avoir du mal. Et c'est inimaginable. C'est un truc, c'est d'une banalité en gastro-entérologie, mais pour les gens, c'est inimaginable. Mais quand on fait caca, l'anus, il s'ouvre pas automatiquement. Alors, déjà, ton anus... Quand on pousse, moi j'ai l'impression que oui. Bah, écoute, alors, bonne nouvelle, déjà. Et comme la grande majorité des gens, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Mais c'est pas automatique, tu viens de nous le dire. Non, c'est pas automatique. Et c'est souvent les mêmes profils de patients. Il faut pas se leurrer. L'anisme est lié il y a des associations statistiques avec les traumas dans l'enfance. Alors pas que les viols, les horreurs, les trucs, mais la perte d'un proche, voilà. On sait que ce qu'on appelle les early adverse events, il y a un lien avec le développement de l'anisme. Ce qui est génial, c'est que ça se rééduque. Il faut des kinés hyper spécialisés. Et tu vois, ça, toi, t'es kiné. Et le fait que tu connaisses pas ça, eh ben, c'est un marqueur que c'est pas assez enseigné. Par exemple, moi, je travaille sur les douleurs de la paroi abdominale qui sont simplement des douleurs musculaires. C'est pas assez enseigné parce que c'est très fréquent. L'anisme, c'est super fréquent. Et c'est des gens qui sont dans une errance. J'ai un malade qui m'a consulté d'un pays étranger. On a fait l'examen. Donc, la manométrie, on mesure on met un petit ballon dans l'air des gens, super sexy, super fun, génial l'examen, tu vois. Mais informatif, c'est absolument incroyable. Où on demande aux gens... Explique-nous justement l'examen, parce que là je comprends pas. Alors, la première étape, c'est mettre en confiance et raconter ce qu'on fabrique. Hein, parce que c'est la première étape. Il faut mesurer la dynamique défécatoire. Voilà. Et en gros, qui est un truc donc hyper organisé, la physiologie de la défécation, si tu veux, c'est insoupçonné parce que quand ça marche, personne se doute que ça existe, tu vois. Et donc, tu mets une sonde avec un petit ballonnet, tu gonfles, tu demandes si les gens sentent pas. Donc on le rentre par l'anus. Exactement. Et puis on voit si l'anus est hyper contractile, n'arrive pas à se relâcher. Il faut faire des efforts de pousser au patient. Et au moment où il pousse, si il fait l'effort de pousser et puis comme ça il ferme, ton diagnostic, tu l'as en fait. Alors tu as différentes classes, voilà. Et ce qui est génial, c'est que ça se rééduque. Donc, avant ce grand bazar de l'intestin irritable, où on dit il a mal au ventre, il passe 15 heures sur les chiottes parce qu'il scrolle sur Instagram, voilà, il faut pas coller les étiquettes trop vite si on connaît pas les bases de comment ça fonctionne. Et ce qui m'énerve le plus, moi, c'est quand les patients ont eu des vexations et qui se sont pris des scuds par des docteurs comme quand tu vois, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui passent 10 ans avec leurs symptômes en disant c'est comme ça, voilà, et j'irai pas revoir un docteur parce que franchement voilà, et qu'en fait tu décortiques et tu trouves les choses. Encore une fois, tu les trouves pas à chaque fois, et puis je peux en parler des heures. Mais si on sait pas ça, et si on cherche pas, on fait pas le taf. Donc on a dit syndrome de l'intestin irritable, c'est des troubles du transit, diarrhée ou constipation, et des douleurs abdominales. Comment toi tu diagnostiques ça chez tes patients? Parce que tu nous as dit, c'est pas l'intégralité des gens qui ont ces deux symptômes. Donc comment tu fais le tri quand tu as des patients qui arrivent? Premièrement, en général, je vois jamais des patients en première consulte. Très rarement. Ils ont vu mes collègues qui ont bossé, qui ont fait la prise de sang, qui ont fait des endoscopies, etc., qui ont éliminé les trucs graves. Deuxièmement, je vois aussi des malades à la phase initiale, et donc je me pose ces questions-là, et s'il faut, je fais des examens. Et puis après, je vais essayer de catégoriser mon patient. Parce qu'on a peur est-ce qu'il y a un cancer, est-ce qu'il y a des choses comme ça dont on a parlé au début? Est-ce qu'il y a une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique? Donc les gros red flags, c'est toujours les mêmes, c'est est-ce qu'il y a du sang? Est-ce qu'il y a... dans les selles? Ouais. Ça, c'est grave? Ça, c'est un symptôme, c'est un red flag.
Ça, on va voir son médecin. Okay. Alors, si tu as chez une femme de 20 ans constipée qui a poussé comme une tarée pendant 1 heure une émission de sang, bon, c'est très probablement un saignement dit canalaire, donc du canal anal, hémorroïde, fissure, ce que tu veux, et donc ça saignote. T'as dit une femme, mais ça peut être un garçon. Alors oui, c'est plus souvent les femmes, c'est vrai. Et on peut y revenir aussi sur l'association violence, etc. Parce que c'est tout simplement tout bête. Mais pourquoi je vois plus de femmes aussi en consultation? Parce que j'ai commencé à réaliser qu'elles étaient beaucoup plus victimes de violence et de ce genre de choses. Donc faut jamais non plus perdre ça de vue. Mais de toute façon, c'est vrai que physiologiquement, il y a un temps de transit du côlon qui est un peu plus long chez la femme. Donc c'est aussi une tendance physiologique. Bref. Mais là, c'est le tableau caricatural où, c'est un saignement canalaire, je vais pas me jeter dessus avec la colo pour éliminer un cancer. Les quelques gouttes, globalement, à la fin, si tu veux, des selles. En revanche, ce qu'on n'aime pas, c'est le sang qui est mélangé aux selles. Ce qui veut dire que le sang a été produit au-dessus de la sortie et que ça s'est empaqueté, etc. L'amaigrissement, le symptôme brutal, évidemment, surtout après 50 ans. Donc, le symptôme brutal, c'est le symptôme qui apparaît brutalement. Ouais. Parce que souvent, un intestin irritable, ça fait longtemps que ça dure. Et il n'y a pas longtemps, une des patientes que je suis pour un intestin irritable depuis perpète, ça se passe d'ailleurs assez bien, elle me dit, je comprends pas, là, c'est bizarre, je suis constipé, machin, etc. Et là, bon, ça n'a pas loupé. Ça n'avait rien à faire dans le décor, parce que je la connais depuis longtemps, elle avait un cancer du côlon. Et c'est pas parce qu'on a un intestin irritable qu'on est plus ou moins à risque de faire un cancer du côlon. Il faut jamais oublier de surveiller nos malades, comme on le ferait pour un malade standard. De surveillance, etc. Donc, tu as... je vais catégoriser mon patient. D'abord, je vais voir s'il n'y a pas plusieurs types de douleurs abdominales. Je vais chercher les trucs évidents. C'est-à-dire, le malade, il me dit « Ah, j'avais fait une coloscopie, j'étais complètement vidangé, pendant 4 jours, c'était le bonheur. » Bon, en fait, on va traiter la constipation et vous n'aurez pas mal au ventre, quoi. Et stop. Ensuite, est-ce que vous avez mal après manger ? C'est quel type de douleur ? Est-ce que c'est plutôt en bas ? Est-ce que c'est plutôt en haut ? Est-ce que vous avez des brûlures ? Parce que les gens mélangent. Comme l'information est pauvre, tu vois, comme ce que va te renvoyer le signal est de mauvaise qualité, le patient, il monte son ventre. Parce que suivant si c'est en haut, au milieu ou en bas, c'est pas le même niveau du système digestif ? Et toi, t'en tires pas les mêmes conclusions ? Alors, plus ou moins, mais globalement, oui. Il y a des signes qui sont assez forts. À gauche, la douleur qui est soulagée à gauche par la défécation, c'est bon, c'est du côlon sigmoïde, tu vois. Parce que c'est la partie terminale du système digestif, donc a priori, c'est qu'il y avait une accumulation qu'on vide quand on va aux toilettes. T'as tout compris, ouais, ça c'est sur le timing, c'est-à-dire que ça, voilà. Et puis surtout, il y a que lui dans ce coin-là qui fait mal. C'est-à-dire que c'est une zone, nous, pour les gastro, où à peu de choses près, c'est lui que ça se passe, qui est concerné. Côlon, pour juste que les gens, parce que c'est pas forcément évident pour tous ceux qui nous écoutent, à la fin, ça fait un cadre, un peu, et donc ça part de l'aine à droite, ça va monter à peu près en direction des côtes, après ça traverse, ça redescend vers l'aine à gauche, et ensuite ça sort au niveau de l'anus. Ça fait un S, c'est-à-dire ça fait un S, le sigmoïde, pour le S, qui est un frein, en fait, un frein avant la sortie. Et puis ensuite, hop, t'as le rectum et l'anus. Donc en fait, c'est ça, quand on a cette douleur qui est à la fin, à gauche, sur le côlon sigmoïde, on est a priori sur un problème de constipation. Oui, on s'est tous fait avoir. Je me suis moi-même fait avoir un jour par une colique néphrétique ancienne. Voilà, il y a plein d'autres choses. On essaie d'être un peu simple et... Alors si je suis simple, oui, à gauche, franchement, c'est lui. Mais ici, c'est compliqué, l'épigastre, parce que t'as le côlon transverse. Les gens, ils disent c'est l'estomac. Mais donc là, si on est sous le sternum, en fait. Exactement. Sous le sternum, t'as le côlon transverse, t'as un peu de grêle qui se balade, t'as le foie, qui est capable de faire des douleurs projetées, parce qu'il est là, il y a peu de choses près, il est là si tu veux, donc il peut projeter les douleurs ici. Et sous les côtes à droite, le foie. Exact. Et puis t'as aussi l'estomac. Donc là, ce carrefour-là, qui est quasiment le carrefour duodénal qui est un peu là, la géographie, il faut s'en méfier. Parce que c'est pas parce que t'as du mal, parce que t'as plein de zones superposées. Et donc tu peux pas faut pas être péremptoire en disant c'est l'estomac, c'est la vésicule, ça c'est pas possible. Donc tu vas continuer à classer la douleur, classer le trouble du transit, l'inénarrable échelle de Bristol. Je sais pas si... Allez, parle-nous de l'échelle de Bristol. Alors l'échelle de Bristol, c'est un truc que j'adore. Tu veux qu'on la montre là ? Non, mais simplement dans ta tête. Enfin, ce que t'as, les extrêmes de l'échelle. Donc c'est une échelle qui permet de catégoriser les selles. La consistance. La consistance des Pas la selles. fréquence, la consistance. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que les gens sont incapables de décrire leurs selles. Ça va de combien à combien ? Ça va de 1 à 7. De 1 à 7. Donc 1, c'est de l'eau ? Non, 1, c'est des billes. 1, c'est des billes. Ok. 2, c'est un bon mastar. Tu vois, c'est bien dur, bien potelé, bien poussé. Okay. 3, 4, c'est un peu la selle un peu idéale. Tu vois, et au-dessus, c'est commence à être mou, vraiment très mou, voire liquide, de la flotte. C'est corrélé
au temps que va passer la selle dans le côlon sigmoïde, justement. Donc de la formation, si tu veux, de la selle. Il n'y a pas que ça qui explique la forme de la selle, mais ça, c'est le big picture, si tu veux. Et donc, je leur montre l'échelle de Bristol. Donc, plus elle reste longtemps dans le côlon, plus l'eau est réabsorbée, plus on se retrouve à avoir des selles qui sont sèches, compactes, jusqu'à même devenir des billes si c'est vraiment très sec. C'est ça que tu nous dis. Oui. Ouais, exactement. Et puis ça peut être, et puis du coup difficile à sortir parce que très très compact, etc. Donc l'échelle de Bristol, c'est l'échelle de texture des selles et c'est vachement utile parce que dans le suivi du traitement. J'allais te demander si ça sert à quelque chose. Très bien. Bah, ça sert au week-end d'intégration, ça sert à faire des t-shirts à la fac pour faire marrer tout le monde, mais ça sert déjà au patient qui est surpris et qui dit ah bah je vois ça. Ça sert aussi de voir le patient qui regarde pas ses selles. Il y en a, ils sont incapables de te dire parce que ils ont une rupture spatio-temporelle quand ils vont aux toilettes. Où ils t'expliquent, à moi je sais pas ce qui se passe. J'y vais, je fais, je m'en vais, c'est sorti, c'est tout. Ok, d'accord. Donc bon bah t'as pas le score de Bristol. Ça je sais même pas comment réagir à ça parce que quelque part moi ça me choque parce que forcément avec le métier que je fais, avec le média qu'on fait avec Jérôme, on est hyper intéressé par la santé. On en parlera même à la fin où en préparant cette vidéo je te dis que j'avais testé quelque chose alors que finalement mon système digestif allait déjà bien. Donc on a cette curiosité, etc. Et c'est vrai que j'ai du mal à conceptualiser comment on peut ne pas s'intéresser, faire un blackout là-dessus, le mettre de côté, alors que c'est un indicateur quand même de notre santé qui est prépondérant. En tout cas, c'est un volet de notre santé, c'est un volet de notre journée. C'est vraiment, sur ce coup-là, c'est une composante éducationnelle et sociale. C'est-à-dire qu'à l'Argent, ils arrivent avec ce que j'appelle des selfions, des photos de leurs selles. Tu vois, si c'est pas des morceaux. T'as souvent ça ? J'ai déjà eu, oui. Un petit selfie des toilettes. Alors la photo à la limite, parce que de toute façon je vais y avoir droit, il va sortir le malade jusqu'à ce qu'il me l'ait montré. Des fois c'est informatif, notamment pour du sang, mais alors des fois merci bien. Et une fois j'ai même eu des malades qui sont venus avec une petite boîte de macarons là. Tu vois les petits chocolats. J'étais content, je me suis dit putain j'ai pas bouffé, youpi. C'était bien hermétique. Et donc d'une très grande marque parisienne que je citerai pas. Et il ouvre la réglette et il y avait un étron à l'intérieur. Et franchement, mais ça va quoi, merde à la fin, c'est le cas de le dire. Donc j'ai fait non, vous gardez ça pour vous, c'est bon. Il y en a qui sont obsessionnels, qui ont une relation pathologique. Il y a des gens que je nommerai pas qui malaxent leur selle sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là on est dans le domaine de la psychiatrie. Et il y a des gens pour qui évoquer ça, c'est déjà être mal poli. Je me souviens de des patients, il a fallu que je les voie 2 à 3 fois pour que je comprenne que c'est ce qui allait pas, c'était le temps passé aux toilettes. Et pas plus tard qu'hier, je vois un patient à qui j'ai fait tout un bilan pour une diarrhée, qui avait des symptômes où ça rentrait pas tout à fait dans les cases. Et je dis bon stop, on met à plat là. Parce qu'il y a un truc, machin. Et en fait, c'était un patient qui était gêné par l'émission des proutes. Et pour lui faire un prout le matin, c'était déjà une humiliation intersidérale. Et en fait, je lui ai dit, en fait, c'est physiologique, on n'en fera rien, donc on va se calmer, on va se relâcher, vous allez faire votre prout le matin, et puis c'est tout, quoi. Et avec une charge mentale complètement dingue et délirante par rapport à ça, en fait, faut écouter. Faut faire de la pédagogie, faut pas expédier le malade en lui disant, lâchez votre caisse et lâchez-moi, voilà, et puis tu vas gagner les gens vont dépenser moins de soins, vont avoir moins peur de certaines choses. Socialement, j'ai des gens, ils vont plus au resto alors que je peux modifier ça très facilement. Donc, je parle trop comme d'hab. Non, c'est bien. Du coup, on a compris. Mais tu vas me dire que le diagnostic, il se fait pas avec de l'imagerie. Tu fais des examens d'endoscopie, etc. pour exclure les choses graves dont tu as peur. Oui. Et le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable chez tes patients, tu le poses à partir de la clinique, donc des symptômes. On a dit les troubles du transit, constipation, diarrhée ou les douleurs abdominales. Exactement. On fait les examens de façon raisonnée. Ça, c'est quand même assez perturbant, non, pour les gens. On va pas passer une radio, tu vas la regarder, je dis quelque chose qui est aberrant d'un point de vue médical, mais tu vas la regarder et dire « Ah, je vois, vous avez un syndrome de l'intestin irritable, monsieur. » Ah non, ça tu fais jamais ça. Tu fais un cumul d'arguments cliniques, d'interrogatoires, de diagnostics d'élimination s'il y a besoin, parce que voilà, il y a des maladies, on peut passer à côté si on est négligent. Et puis derrière, tu dis ouais, ok, c'est un intestin irritable. Et le premier truc que je dis, c'est ça veut rien dire. On va essayer de le catégoriser, on va voir. Alors souvent, je les ai dit 4, 5, 6 fois. Justement les différentes catégories. Alors, t'as le diarrhéique et t'as le constipé, ça c'est le big picture. Et ensuite, il faut faire le constipé, soit à la constipation terminale, tu vas voir avec si c'est un trouble de la dynamique
d'évacuation. Tu vas voir avec le kiné spécialisé. Moi, j'ai une kiné extraordinaire qui fait ça à Paris. Enfin, c'est un génie. Elle prend du temps avec les malades et elle me les sauve. Si c'est une constipation de transit, tu vas jouer sur autre chose. Donc, au niveau terminal, on l'a dit, c'est par exemple l'anus qui s'ouvre pas quand on pousse. Exactement. Et ça peut être aussi les prolapsus ou ce genre de choses, parce qu'en fait, tu pousses sur tes tissus. Et tu pousses pas, finalement, c'est tes tissus qui vont sortir et pas les selles. Donc, les prolapsus, c'est les descentes d'organes. On peut avoir, par exemple... Alors, c'est plus pour fréquent. Une femme, peut-être, je sais pas, le vagin, l'utérus, peut-être, qui descend dans l'anus. Alors, tout ça, c'est souvent le rectocèle. C'est-à-dire un petit peu c'est du rectum qui se décolle, qui va donner la sensation que t'as des selles alors que t'en as pas forcément, lié à des efforts de poussée inefficaces. Quand t'as tout le rectum qui sort, ça arrive, hein. Le vrai ou le malade pousse et ploup, t'as le rectum qui sort. Alors là, c'est chirurgical. Il se passera rien avec un traitement médical ou voilà, il faut opérer. Donc t'as la dynamique de défécation, mais t'as aussi ce qu'on appelle la statique, c'est-à-dire les organes. Donc le prolapsus, la descente d'organes, dont tu viens de parler. Exactement. Et puis ça, après, souvent, juste ça, chez les femmes après des accouchements, non, on retrouve ça. Oui, très souvent. Alors c'est souvent, moi je vois surtout des femmes âgées qui n'ont pas eu la rééducation. Rééducation périnéale, post-accouchement. Exactement, fondamentale. Et en plus de ça, pendant très longtemps, les femmes ont considéré comme normal, après avoir eu des enfants, d'avoir des fuites urinaires, voire même des fuites fécales. Non. Il y a des choses à faire, il faut enquêter, il faut regarder. Et donc ça, c'est pour le volet constipation. Et puis pour le volet diarrhée, on va voir d'où vient la diarrhée. Il y en a un qui est par exemple l'intestin irritable post-infectieux. T'étais en voyage, t'as dans un pays je ne sais quoi, loin, en tout cas t'as bu un verre d'eau, t'aurais pas dû. T'as voulu faire couleur locale et t'as chopé une chiasse cosmique. Voilà, pendant 3 semaines. Exactement. Et t'es revenu, t'es pas bien. Ces malades-là, il y en a 10%, 90%, il y a maison, tout va bien. 10% vont développer un intestin irritable dit post-infectieux. Et dans ces 10%, il y en a 60% qui vont guérir à 5 ans. Et 40%, ça va persister toute leur vie. Et là, il n'y a plus de microbes. Il y a une espèce d'irritabilité. Tu sais, des fois, tu as des zones un peu dans la peau qui sont trop sensibles. Et c'est un peu le même principe sur cet intestin. Il est à vif. C'est comme ça, hein, comme une vieille brûlure. Et ça rentrera pas dans l'ordre. Donc, cela, on va traiter le symptôme, en fait. On va traiter l'hypersensibilité. Mets ta main là. T'as eu mal ? Non. Voilà, tu peux enlever la main. Donc on va travailler sur les seuils de douleur qui sont erronés, c'est-à-dire que le côlon, pour un signal tout bête, lui, il va envoyer douleur, diarrhée, il faut y aller. Et ça, tu peux Ce que tu as fait, en fait, c'est que pour les gens qui nous écouteront en podcast, tu as tapoté ma main avec ton doigt de manière très douce et ça n'a pas fait mal. Exactement. Et ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que chez certaines personnes, suite à une infection, le seuil de déclenchement à la douleur est modifié. Et donc, quelque chose qui devrait pas faire mal, comme quand tu m'as tapoté la main avec ton doigt, se met à faire mal. C'est exactement ça. C'est magnifiquement expliqué, magnifiquement synthétisé, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité viscérale. Alors, je vais enfoncer le clou de la physiopathologie pour expliquer aux gens que ça repose pas sur des bananes, ça. Les expériences de sensibilité viscérale sont assez folkloriques, mais elles ont été faites. Et comment elles ont été faites ? Avec la mesure de la sensibilité à la pression dans le côlon ou dans le rectum. Donc c'est des gens qui ont participé à des expériences, qui soient malades ou qui ne le soient pas, scientifiques, encadrés, etc., hein, où on met un ballonnet dans le derrière, on gonfle, il y a une pression, il y a un volume, et les malades te disent si, à partir de quel seuil de pression ou de volume ils ont mal. Ils font « Oh là là, stop !» Et là, faut pas que celui qui contrôle appuie encore un peu plus. Mais... Exactement, super sympa. Mais en fait, ça s'appelle la physiologie, hein, c'est comme ça. Eh ben, tu t'aperçois que beaucoup de malades qui ont l'intestin irritable ont des seuils de déclenchement à la douleur qui sont pour des pressions et des volumes plus faibles. D'autres, c'est pas le cas. Et que ces seuils, tu peux les moduler. Tu peux les moduler, travaux très anciens, magnifiques de Worwell par l'hypnose. Être capable de rétablir des seuils vers la normalité. Le cerveau on dit souvent c'est dans la tête. Eh ben en fait, j'aime bien aussi dire que ça peut parce que la tête elle est beaucoup plus forte que le reste. Elle te permet ta tête de gravir l'Everest avec 4 membres en moins, tu vois, à la force des mains, mais elle te permet aussi de t'emmerder beaucoup et ton cerveau est pas forcément ton meilleur ami en termes de douleur. Ça veut pas dire que t'es fou. Ça veut dire qu'il faut le savoir. Et en gros, tu peux moduler ces seuils douloureux. Alors il y a d'excellents médicaments comme l'amitriptyline, qui sont des vieux antidépresseurs. Il faut toujours expliquer aux patients
qu'on lui prescrit un antalgique digestif et pas l'antidep, c'est pas l'objet, d'ailleurs c'est certainement pas le meilleur des antidépresseurs. Et par contre, faut expliquer. Sinon le patient il revient. Enfin, il va chez lui, il a acheté la boîte, il voit écrit antidep, il dit qu'est-ce que c'est que ce connard, il m'a foutu sous antidep, il me prend pour un taré, encore un emmerdeur. Donc là, faut jamais faire ça, faut expliquer la cible, qui est la douleur et le pourquoi on veut la moduler. Et comment ça se prescrit, puis en général, c'est des faibles doses. Donc, tu as l'intestin irritable, je reviens sur les grandes cases, à prédominance diarrhéique. Et donc, tu peux aussi, tu as la diarrhée motrice. La diarrhée motrice, c'est celle qui est déclenchée après manger. Par exemple, le cadre supérieur qui veut pas manger le midi, parce qu'il sait qu'il a une réunion à 14h et qu'il va devoir aller aux toilettes, pour deux raisons, pour le stress de la réunion, mais surtout pour la nourriture. Le même cadre supérieur, j'avais une patiente, elle gérait une équipe de 25 personnes, elle bouffait plus le midi, elle prenait pas l'avion parce qu'elle avait peur. Et qu'en fait, elle avait pas peur de l'avion, elle avait peur d'aller aux toilettes avant la grande réunion qu'elle avait, le congrès, je ne sais où, dans quelle ville. Ça, c'est une diarrhée typiquement motrice déclenchée par le stress. Lui, là-haut, qui dit stress, là, et qui va le manifester par un signal de va aux toilettes. Et donc, c'est quoi? Il dit à l'intestin de se contracter pour tout faire avancer tout très vite et évacuer? Oui, c'est exactement ça. Et c'est le fameux baccalauréat où t'en as la moitié qui sont constipés, l'autre moitié qui a la diarrhée. Et comme on n'a pas eu la réabsorption d'eau, on a des selles liquides et ça sort liquide. Et oui. Et ça se module très très bien avec des ralentisseurs du transit. Quand on sait bien les prendre, quand on les prescrit correctement, à la bonne dose, parce que si toi tu prends du loperamide, tu vas pas y aller pendant 3 jours. Et des fois ça marche tellement bien que le malade y revient, je dis bon alors ça a marché, ah bah non ça va pas, c'était nul, on reprend. Vous prenez de loperamide. Qu'est-ce qui s'est passé le jour d'après? Ah bah c'était super, j'allais pas aux toilettes, c'était super, mais après j'étais constipé, c'est horrible, je déteste ça, j'avais mal. Ce qui dans l'histoire d'un diarrhéique, se retrouver constipé est très dérangeant. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est encore merde, c'est encore déréglé dans l'autre sens, tu vois. Donc en fait, il y a énormément de pédagogie à faire quand on prescrit les médicaments qui marchent, plus puis des ajustements, peut-être que là dans l'exemple que tu nous as donné, la dose en fait était pas bonne justement, si la personne a été très constipée derrière, peut-être qu'il fallait en donner un peu. Enfin, moi je vois là, je suis pas médecin, mais en fait c'est pour faire comprendre que le traitement, il se trouve pas du premier coup, que ça nécessite des ajustements, peut-être que tu vas dire ok, ça a eu cet effet, donc ça te fait penser peut-être à une autre molécule qui aura moins d'effet secondaire, qui a gêné la personne, etc. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et pour ça, il faut du temps. Alors moi, je travaille en CHU. Je suis pas avec la pression à fond la caisse de voir plein de gens, etc. parce qu'il faut faire, parce qu'il faut gagner sa croûte, etc. Donc j'ai fini par ouvrir une consultation de 45 minutes exprès parce que j'arrivais pas avec des consultes de 20 minutes à tout démerder, à tout décortiquer à l'interrogatoire. Surtout à la première consulte. Tu vois ton malade, le malade voit son médecin. D'accord, il en a vu 50, ça fait 6 mois qu'il attend de me voir, il s'est pris des brimades, il s'est fait humilier, il se demande, donc j'ai au moins 20 minutes de mise en confiance. Il y a une barrière émotionnelle à briser et une autre à instaurer. J'aime beaucoup ce mot, barrière émotionnelle. Et il y a plein de barrières de clichés aussi à faire tomber. Tu sais, des médecins, moi je suis un ancien enfant malade, des médecins j'en ai vu des caisses, alors je suis un peu vacciné, j'ai vu tous les modèles, et je me mets à la place du malade. Mais barrière émotionnelle, ouais, c'est ça. Et se confier à quelqu'un que tu connais pas, parler de trucs qui sont gênants, tu souffres, qui sont humiliants, c'est difficile. Mais après, les gens se libèrent. Il y a pas très longtemps, j'ai réussi à trouver qu'en fait, un patient, c'était simplement une phobie du vomissement qu'il avait. Il a vu 1 milliard d'examens, il a vu 1000 spécialistes, et en fait, sa phobie du vomissement l'interdisait de faire plein de choses. Il avait peur de vomir, il n'allait pas au resto, il n'allait pas machin. En fait, on a travaillé sur sa phobie, quoi. Et il était vachement content qu'on finisse par démerder tout, mais il avait fallu 45 minutes de consulte. Je l'ai envoyé à un psychiatre spécialiste des phobies. Tout roule. Et c'est pour ça que le psy, il faut jamais avoir honte. Je pars du principe qu'on a tous besoin d'un psy, en fait. Déjà, un peu de choses près, dans le monde dans lequel on évolue. Il faut jamais aussi avoir peur de l'évoquer dans ces consultations-là. Il faut avoir quelqu'un souvent vers qui orienter, ce qui est quand même pas forcément facile. Alors ça, c'est le plus dur. Par rapport à ce diagnostic, tu m'as dit qu'il fallait également faire la différence entre certaines pathologies, notamment le SIBO, la maladie de Crohn. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple, je pense que c'est pas facile la question que je te pose, mais les différences entre ce syndrome de l'intestin irritable, cette maladie de Crohn et un SIBO par exemple? Ok. Maladie de Crohn, déjà, faut pas dire maladie de Crohn, faut dire MICI. Maladie inflammatoire chronique de l'intestin, t'en as 2.
La rectocolite et la maladie de Crohn. Bon. Imagine que tu t'es brûlé ou que tu t'es cassé la figure à vélo, t'es tout râpé. Tu vois, c'est moche, ça saigne, ça fait mal. Bon, imagine que c'est comme ça à l'intérieur de ton côlon. Au lieu que ce soit tout beau, tout rose, c'est tout ulcéré, tout gratté, ça saigne. Ça, c'est les maladies inflammatoires. Et les bons signes, c'est quand il y a du sang. C'est notamment chez quelqu'un de jeune, mais aussi un pic chez la personne âgée. Ça, c'est des vraies maladies organiques. Si tu veux, tu as des lésions. Et tu as une manière de traiter, tu as une pharmacopée. Tu sais qu'il ne faut pas se faire avoir sur le diagnostic parce que la localisation au milieu, ou dans l'intestin grêle, donc loin de la sortie et loin de l'entrée, et bien souvent, c'est une femme jeune qui peut avoir des vomissements parce qu'en fait, c'est tout serré, donc ça s'encombre, qui peut avoir une diarrhée et on lui dit, une femme jeune qui a la diarrhée, elle est fonctionnelle, c'est enculé avec son petit copain, n'importe quoi. Donc ça, on peut pas se faire avoir. Et ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est une vraie maladie organique avec des lésions. La lésion élémentaire, c'est l'ulcération. Voilà, il y a une ulcération. Et ça se diagnostique assez bien. Derrière, il y a des Crohn qui peuvent avoir une toute petite atteinte digestive qui n'explique absolument pas en fait leurs symptômes. Quand tu as un pauvre ulcère quelque part sur le grêle, stricto sensu, tu as une maladie de Crohn, mais elle va pas te donner 15 selles par jour, etc. Et il faut se méfier aussi de pas surtraiter les Crohn qui ont en fait un intestin irritable, tu vois. Première chose. Le SIBO, j'en ai marre. Le SIBO, j'en ai vraiment marre. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de monde qui dit trop de conneries et il y a trop de gens qui se font pomper du fric avec des tests à la con. Le SIBO, ça existe. Small intestine bacterial overgrowth. En gros, il y a trop de bactéries dans ton petit intestin qui vont donc fabriquer du gaz, fermenter, te filer mal au bide et la diarrhée. Et c'est un acronyme génial, SIBO, ça se prononce très vite, SIBO, tu vois, ça se met dans un article de presse, ça se met dans un podcast à la con, ça se met dans tout un tas de trucs, voilà. Et puis ça se met aussi qu'il y a des tests pour le diagnostiquer, qui sont, on te fait bouffer du glucose, c'est le test validé, et puis on mesure. Du sucre. Exactement, du sucre, du glucose, et puis on mesure l'hydrogène expiré, c'est-à-dire que les bactéries vont capter le glucose, fabriquer du gaz, et puis tu vas avoir un pic dans un truc que tu mesures. Et quand ce Par test... la bouche, on évacue le gaz ? Ouais, ça circule, ça passe dans le sang, dans les poumons, etc. Et ça, oui, c'est dingue quand on connaît pas, mais ouais. Et en fait, il y a le test au lactulose qu'il ne faut plus faire, qui n'est pas validé, qui sera positif chez toi, qui a très forte chances d'être positif chez les gens qui n'ont aucun symptôme. C'est quoi le test au lactulose ? C'est un autre sucre qu'on a fait pendant des années en pensant que c'était un marqueur de SIBO, alors qu'en fait, il est simplement corrélé au temps de transit. Donc, il suffit d'avoir une altération un peu de ton temps de transit pour que... Il n'y a pas de lien avec positif. Le lait, là, dans ce que tu me dis. Non. Lactose, okay. Lactulose, c'est pas pareil. Et en plus, le lactulose, c'est un truc qu'on utilise comme laxatif en plus. Et en gros, il y a beaucoup de bonimenteurs et de gens qui se font du fric sur le dos des gens, parce que quand les médecins ils écoutent pas, ils ont pas de solution, les gens ils cherchent, et c'est normal. Et moi je ne reproche jamais à un patient d'arriver avec tout un tas de tests à la con qui leur a coûté une fortune, des tests à la con de microbiote, d'allergie pas validés. Tu vois, moi je peux te faire un test pour te dire si t'es chauve et si t'as des cheveux. Parce que je suis pas sûr. Attendez, je vais te faire la consulte. Écoutez, il faudra quand même qu'on vérifie, parce que il y a un test diagnostique absolument génial. On va voir. Je vous préviens, c'est un prélèvement spécial, un labo spécial. Et puis après, peut-être qu'on aura des traitements à vous proposer. Donc je vais faire un prélèvement. Vous êtes d'accord ? D'accord. On va faire un prélèvement. Paf. Pof. Ah écoutez, vous êtes chauve. C'est incroyable. D'accord. Bon, écoutez, moi je vais m'occuper de vous parce que personne n'a compris pourquoi vous étiez chauve, Raphaël. D'accord ? Et ça, c'est les bonimenteurs de base. Ce que tu es en train de dire, c'est que les tests d'allergie et les tests de microbiote, pour toi, c'est des arnaques ? Alors, en grande majorité, oui. C'est-à-dire que le test de microbiote, à l'heure actuelle, tu mesures. Donc, c'est fait dans... Première chose, on ne sait pas où il faut mesurer le microbiote. Est-ce que c'est dans le grêle ? Est-ce que dans le côlon ? Deuxième chose, tu prends la même selle. Parce que c'est pas le même microbiote partout. Déjà, et donc, suivant... il évolue en termes de concentration. Est-ce qu'il faut regarder celui qui est dans la lumière intestinale ? Est-ce qu'il faut regarder celui qui est attaché à la muqueuse ? Est-ce qu'il faut regarder tout ce qu'il a produit, le microbiote ? 40 000 molécules. Une même selle traitée dans 2 laboratoires de recherche différents avec les mêmes machines, tu n'auras pas les mêmes résultats. Et ça, c'est dingue. Ça, les chercheurs le savent. Donc, en fait, on ne sait pas mesurer. Et donc, tout un tas de tests sont faits pour, comme d'hab, arnaquer les gens. Et alors, ce qui est assez rassurant, c'est que cette mode est en train de passer assez vite, parce que les gens voient bien que ça leur a servi à rien et que ça leur a coûté 200 balles. Et donc, j'avais des patients qui arrivaient, mais regardez, j'ai plus de machins, de trucs, de bidules, de firmicules, qui sont des graphes qui ne veulent absolument rien dire, avec des belles couleurs et des courbes et des machins.
Et ça m'énerve pas contre le malade. Ça m'énerve de voir un patient qui s'est fait pomper 200 balles pour des bananes, quoi. Ça c'est n'importe quoi. Donc ces tests, notamment dans le SIBO, le test au lactulose, il est faux, faut arrêter de le faire, parce qu'après, il y a des malades qui brandissent le truc, qui sont contents, les gens, parce qu'ils ont enfin une réponse, ils ont l'impression d'eux, mais c'est pas forcément la bonne réponse. Le patient, il pense évidemment que si on a trouvé ce qu'il a, on va ensuite pouvoir mettre en place un traitement qui va soigner ce qu'il a. Et donc lui vendre tout un tas de machins, pour lesquels en général, c'est des gens qui ont en fait touché une com au machin vendu, quoi. Tu vois, donc c'est un circuit fermé d'escroquerie qui est insupportable. Et en fait, il y a des vrais SIBO. Et les vrais SIBO, nous on les diagnostique avec le test au glucose, un très bon signe, c'est les gens qui ont la diarrhée qui disparaît aux antibiotiques. Parce que le traitement, c'est les antibiotiques. Par exemple, ils ont une otite, ils prennent des antibiotiques, et boum, ils ont plus de diarrhée. Ben oui, et ça, c'est absolument pas le film habituel. Si tu prends amoxicilline, acide clavulonique, enfin l'augmentin, il y a de fortes chances que t'aies la diarrhée. Oui, ça a plutôt tendance à défoncer le ventre qu'à soulager les symptômes. Exactement. Et j'avais un patient qui avait un déficit immunitaire dans le cadre d'une infection HIV. Et je lui fais et il me dit, je me souviens tout de même, il me dit, l'autre jour j'ai eu il avait des folliculites, des trucs cutanés, il prend les antibiotiques, qu'est-ce que je vais bien sous antibiotiques, mais à chaque fois ça va mieux. J'ai dit, attendez, stop, on fait le test, ça a pas loupé, ça a pété les scores de production d'hydrogène, et donc il a le traitement régulier par antibiotiques, et il va vachement mieux, quoi. Après, chirurgie bariatrique aussi, puisque la modification anatomique du tube digestif peut engendrer une pullulation, voire des symptômes. Alors, c'est pas forcément une pullulation, mais tu vas la chercher, tu as de fortes chances de la trouver. Et ben quand tu la trouves, tu traites et tu changes la vie des malades. Mais avec un faux test, un acronyme sympa, faire du faux diagnostic et mettre des étiquettes, c'est pas bien dans les deux sens. C'est pas bien parce que si on avait peut-être écouté nos malades un peu plus avant, ils n'auraient pas fait ces trucs-là. Mais c'est pas parce que au contraire, il faut leur faire n'importe quoi. Voilà. T'as donné pas mal de pistes déjà sur ce que les gens pouvaient faire quand ils avaient un syndrome de l'intestin irritable. Je te propose 3 mythes, un petit peu 3 choses qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., qui sont souvent rattachées au syndrome de l'intestin irritable. Tu vas me dire ce que t'en penses. Souvent, on entend que le syndrome de l'intestin irritable, c'est dans la tête. Alors, non. Et oui. T'en as parlé tout à l'heure. C'est pas un problème que des choses soient dans la tête. Et c'est ça le plus dur de mon boulot. C'est que quelquefois, quand c'est le facteur stress, et qu'en fait, il y a un levier parce que ce stress, on peut le gérer, voilà, quelque part, tu peux dire c'est dans la tête, mais c'est un côté humiliant qui est terrifiant. Parce que on s'est mis, nous, les docteurs, à mettre l'étiquette. Il est stressé, c'est dans la tête, c'est pour le psychiatre. Mais non, et voilà, il faut qu'il prenne des antidep, des machins tout de suite. Non, c'est pas ça les leviers derrière. Lui, le malade, il va entendre ça, il va avoir une trouille verdâtre. Donc il y a une part de cet ami ennemi qui est le cerveau, dont il faut se méfier. C'est pas la finalité, c'est dans la tête. C'est ensuite qu'est-ce qu'on en fait et quelle est la solution qu'on rattache derrière. Exactement. Deuxième mythe. Est-ce qu'on parlerait pas un peu du gluten dans le syndrome de l'intestin irritable? Il est en cause ou il est pas en cause? Pas tout à fait. Pas tout à fait, pourquoi? Tu as la maladie cœliaque, la vraie. Le gluten va énerver des cellules immunitaires, comme chez moi. Figure-toi que j'ai une vraie maladie cœliaque. Voilà, où moi le gluten c'est vraiment pas bon, et où là tu vas vers les cancers, les lymphomes, les diarrhées épouvantables, avec un traitement qui marche très bien, c'est le régime sans gluten. Et puis tu as ce qu'on appelle la non-cœliaque gluten hypersensitivity. En fait, dans les aliments riches en gluten, tu as tout un tas d'autres sucres et des choses associées qui sont difficiles à digérer et qui font mal au bide. Donc souvent, quand les gens font une pause dans le gluten, ils s'aperçoivent que... Et ces gens-là, quand ils sont arrivés en consulte, tout le monde s'est moqué d'eux, il y a 15 ans. C'est-à-dire, ils disaient, ouais, mais je vous jure, quand je mange pas de gluten, et puis au bout d'un moment, j'ai l'observation, quand tu vois des gens normaux, sensés, etc., tu commences à réfléchir. Et tu commences à dire, il y a un problème là. Il y a peut-être bien quelque chose qui se passe. Et effectivement, quand tu vois les scores, tu fais des études randomisées avec régime pour un gluten, machin, et tu vois la différence, tu peux plus discuter. Et l'alimentation, ça, c'est une faute des gastro-entérologues qui a été corrigée par une diététicienne australienne, Sue Shepherd, il y a à peu près 30 ans, avec le régime pauvre en FODMAPS. On va en parler. Ouais. Et en fait, tu t'aperçois que dans les aliments riches en gluten, il y a souvent beaucoup de FODMAPS. Voilà. Donc le gluten, c'est oui et non. Et ce que je fais souvent, c'est que je fais plutôt le régime pauvre en FODMAPS. Et ensuite, j'ai mes malades qui peuvent remanger en fait des aliments riches en gluten pour peu qu'il n'y ait pas trop de FODMAPS dedans.
On va bien le développer, le régime sans FODMAPs, parce que ça, je pense que c'est hyper important et c'est quand même assez complexe. Oui, c'est vrai. Donc, je te propose qu'on va bien le développer juste après. Ce que tu me dis, c'est qu'en fait, en excluant certains aliments, tu arrives un petit peu à faire en sorte que l'intestin il soit un peu moins sensible, si on reprend un peu peut-être, je sais pas, l'image de tout à l'heure, et après tu peux lui refaire tolérer certaines choses comme le gluten qu'il supportait pas avant. Y a de l'idée. Ouais, il y a de l'idée. Surtout, c'est qu'en gros, quand on a un régime d'éviction, il faut être sûr qu'on enlève le bon truc qui fait mal. Le FODMAP, c'est un cas général et t'as des surprises. C'est-à-dire que le malade qui exclut tout, il fait hyper gaffe. Et puis, il y en a quelques-uns, des aliments qui sont très riches en FODMAP, ça passe quand même. Alors là, tu fais le docteur, tu dis je sais pas. Un docteur, ça doit dire ça. Et on va faire le dernier mythe et après on va y aller. Vas-y. Parce que c'est lié aussi à de l'exclusion. Le lactose, est-ce qu'il est en cause dans le syndrome de l'intestin irritable ? Non, parce qu'en fait, c'est une intolérance au lactose que tu as. Donc, tu as une cause. Alors, ce que ça donne, ce qu'on appelle l'intolérance au lactose, c'est assez facile. En gros, c'est le lactose en lui-même. Qui est le sucre contenu dans le lait. Exactement. Et en fait, ce lactose, on a une lactase, qui est une enzyme, qui le dézingue dans le tube digestif pour l'empêcher d'avoir ses propriétés osmotiques, qui l'empêchent de faire mal au ventre et d'altérer le transit et donner des ballonnements. Cette lactase, elle vieillit mal. Et en gros, il faut vraiment interroger finement les malades. Parce qu'eux, ils ont exclu tous les produits laitiers. Alors tu creuses, mais attendez, des fromages à pâte sèche, des fromages à pâte bien dure. Là, ah bah non, oui, c'est vrai que ça passe, mais... Par exemple, alors le comté a un autre souci, c'est qu'il peut être très irritant dans la bouche, etc. Donc c'est vrai que c'est acide, on le sent un peu. Et ça, alors c'est encore un autre mécanisme. Du gruyère. Voilà, allons-y, merci. Où en fait, dans les produits laitiers, le lactose est fermenté et il est disparu. Il n'y a plus de lactose et il a été éliminé. Il est transformé en acide lactique, ce qui donne le petit goût au yaourt. Tu vois ? Et l'acide lactique n'a pas du tout les mêmes propriétés. Donc en gros, le malade qui me dit ah bah le lait, je peux pas, c'est un cauchemar. Par contre, j'ai l'impression que le gruyère je peux. Ok, c'est une intolérance au lactose, mais ça à 1000 km, tu vois. Et ce que tu fais, tu leur dis deux choses. Essayez un lait sans lactose. Il y en a dans le commerce. C'est du lait dans lequel il y a de la lactase, tout simplement. Et puis faites les comptes. Et là il dit j'ai bu un café au lait et j'ai pas eu mal. Bon très bien. Et puis la lactase, tu peux la prescrire parce qu'elle existe en pharmacie. Et donc le malade qui, par exemple, a la composante sociale de se dire je vais à un dîner, merde, il va y avoir un gâteau ou je sais pas quoi, et j'ai pas envie de vexer ma grand-mère parce qu'elle s'est tapé le gâteau, ou où il y a 10 tonnes de crème bien liquide, prenez un comprimé de lactase et voilà, et ça se passe bien. Donc c'est pas du tout un mythe à ne pas confondre avec l'intolérance aux protéines de lait de vache, qui est plutôt un truc de l'enfant, plutôt un mécanisme vers l'allergie, et qu'on peut commencer à en parler un peu chez l'adulte de temps en temps. Mais là, la différence, c'est que tu peux éliminer tout le lactose que tu veux, le malade ne sera pas bien quand même. Donc en fait, le gluten, le lactose, on peut être intolérant, ça peut créer des symptômes, des troubles digestifs, des douleurs abdominales, etc. Mais rien à voir avec le syndrome de l'intestin irritable. C'est des choses qui sont interdépendantes. Ça va donner les symptômes de l'intestin irritable, mais moi j'ai arrêté de les appeler comme ça. Vous avez une intolérance au lactose, vous avez une non-selective hypersensitivity, ça cadre mieux. Est-ce qu'on parle maintenant de ce que tu viens de dire, je te propose même qu'on en parle, du régime pauvre en FODMAPs, qui est donc une solution que tu proposes à tes patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, à tous ou pas à tous ? Alors explique-nous déjà à qui tu le proposes, si c'est pas trop compliqué, et ensuite en quoi ça consiste, comment tu le mets en place avec tes patients. Préambule. Pas chez les malades qui bouffent n'importe quoi. Ça existe. Il faut tout de suite vérifier qu'un étudiant qui dit qu'il a mal au bide, qu'il a essayé les FODMAPs, en fait, quand on enquête, il bouffe 3 kebabs par jour. Alors, j'adore ça, le kebab. Ok, j'en ai mangé des caisses maintenant. Il y a des kebabs sans gluten ? Oui, figure-toi. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je le paye et je le sais. Alors, il y en a, peuvent en bouffer toute leur vie, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être très, très dyspeptogène. La patiente qui, au bout de la 8e consultation, finit par m'avouer qu'à chaque fois qu'elle met quelque chose dans sa bouche pendant le repas, elle prend une gorgée de coca. Stop. Tu vois, là, c'est pas possible. Donc, on ne parle pas de régime sans FODMAP avant déjà de manger équilibré et d'avoir testé ça. Exactement, voilà. Et il faut enquêter, souvent avec la diète, et on a des surprises, des trucs de fou. Ensuite, le régime pour FODMAP, ça arrive. Et là, il y a le mea culpa des docteurs. Quand j'ai commencé mon clinica, donc chef de clinique, c'était en 2009, j'avais pas toutes ces notions. Pourquoi ? Parce que ça émergeait à peine. Sue Shepherd, la fameuse diététicienne australienne de l'université de Monash,
a dit, mais en fait, ça va quoi. Les malades, ils disent, ils mangent ça, ils vont pas bien, machin, il y a des patterns, il y a des choses, donc on va essayer des régimes. Et on va le faire de façon hyper restrictive. Et donc les FODMAP, c'est fructose, oligo, di, monosaccharides et polyols, et c'est des sucres que tu trouves aussi bien dans la malbouffe que dans les légumes bio, puisqu'il y a plein de l'ail, l'oignon, tu vas l'acheter en bio, et ben désolé, c'est bourré de FODMAPs. Voilà. C'est ce qui est très déroutant. C'est parce qu'en fait, c'est des choses qui sont hyper transversales, et on a ça dans des aliments où assez facilement on pourrait se dire qu'il faut les enlever quand on a des problèmes digestifs comme les chewing-gums. Oui. Et on a ça dans des aliments qu'on pourrait considérer comme très sains pour la santé. Oui. Tu peux nous donner des types d'aliments auxquels ça correspond ? Alors, les grandes classes, c'est les chewing-gums, ail, oignon, poivron. Ça, c'est vraiment les ennemis publics numéro 1. Et puis après, il y a une liste que je connais pas par cœur, avec des légumes et des fruits où il y en a, où il y en a pas, des légumineuses où il y en a, où il y en a pas. Et en fait, je fais plusieurs choses. Avant de faire un vrai régime pour un FODMAP, j'élimine un peu les gros trucs, et puis après, j'envoie à la diète. Et en fait, ce régime, souvent quand on a une composante alimentaire, avec un patient qui a un trigger, sur un aliment type ail, oignon ou chewing-gum. Donc il y a un aliment qui déclenche les symptômes. Et lui, il est arrivé à l'identifier, parce que des fois, ils n'y arrivent pas, les patients. Eh bien, 75% des patients vont répondre. Mais il faut faire ce régime de façon assez stricte dans la mise en place pour être sûr. Pourquoi ? Parce qu'il met du temps à agir. Je fais les courbes. J'explique au patient, en lui faisant les dessins, que si c'est pendant 3 jours qu'il va le faire, il va rien se passer sur les scores de la baisse d'intensité des symptômes qui prend du temps. Il faut au moins 4 à 6 semaines. Et après, on rediversifie. Et là, il y a 25% des malades qui reviennent, qui disent l'enfer votre truc, j'ai rien bouffé, j'ai perdu 4 kilos et j'ai toujours mal. C'est quand même hyper contraignant. C'est hyper contraignant. Mais les 75% de gens qui disent ah ok, bon, j'ai compris. Alors c'était l'enfer, j'ai rien bouffé, mais j'ai compris. Je suis dans la diversification, je fais attention à ça, j'ai perdu un peu de poids. Et en fait, ils sont très contents parce qu'ils ont compris. Donc en fait, tu es quand même en train de nous dire qu'il faut déjà le tester 4 à 6 semaines avant d'en tirer une conclusion. Ouais, de façon bien faite. Si possible encadré par un professionnel. C'est fou, aussi longtemps. Parce que à la limite que ça soit pas 3 jours, ok, je peux comprendre assez facilement. Mais on pourrait se dire qu'au bout de 10 jours, on a largement fait une vidange de tout le système digestif, etc. Et on arrive quand même à en tirer une conclusion. Eh ben, je vais te dire, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça prend tant de temps. Mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que comment tu bosses avec les diètes, tu vois le malade qui l'a fait à moitié, tu vois le malade qui l'a bien fait longtemps, tu le vois. Et donc, faut pas reprocher quand les malades font pas forcément bien, mais on le voit. Et donc, ça prend du temps, et ça, il y a des pistes pour l'expliquer, mais il faut mieux rester simple et dire aux patients, le plus important, ça va être de trouver le moment où vous allez le faire, parce que si vous êtes une maman isolée avec un gamin avec des horaires pas possibles, limite de job, vous tapez le régime. Faut avoir les moyens aussi faut jamais perdre ça de vue. Il y a des patients qui mangent mal parce qu'ils peuvent pas se payer à bouffer les fameux 5 fruits et légumes par jour, qui sont un autre mantra, j'ai envie de dire. Et en fait, ça prend, et puis toi, prend du temps. Toi, tu as parlé que tu étais intolérant au gluten. Manger sans gluten, par exemple, ça coûte cher. C'est pas tellement le sujet de notre vidéo, mais tout... Enfin, voilà. Alors, absolument pas. Mais alors, absolument pas. Alors, bêtise intersidérale. Acheter des produits sans gluten, ils sont plus chers que les produits avec du gluten. Si tu prends des pâtes ou des choses comme ça. Jusqu'à l'âge de 35 ans. Moi, je suis mon vrai régime sans gluten de ma maladie cœliaque, mais il y avait rien. Putain, il y avait que dalle. Il y avait 3 pâtes qui étaient dégueu, si tu veux. Il y avait une marque qui, effectivement, faisait des produits hyper chers et assez bons. Mais moi, j'ai grandi sans tout ça. J'ai pas eu besoin de faire ma vie avec du gluten. Alors, à la cantine, je mangeais pas, je pouvais jamais y aller, etc. Après, les produits sans gluten sont arrivés. Et pourquoi ils sont arrivés ? Moi, Monsieur Duboc, avec sa petite maladie cœliaque, c'est un pourcentage, les maladies cœliaques dans le marché, c'est tout petit. Mais les gens qui ont mal au bide et qui, du coup, ont envie de manger sans gluten dans le truc, par contre, ça, c'est un énorme marché. Et en fait, c'est ça alors moi, je remercie quelque part ces gens-là, parce que je me suis retrouvé avec des produits de ouf de partout, des grandes marques qui se sont mis à faire du sans gluten, et je peux avoir du pain sans gluten à droite, à gauche, au milieu, aller dans un restaurant italien en Italie et manger des pâtes absolument délicieuses, donc je suis très content que ce soit ouvert. Alors c'est vrai que les produits sont chers, mais on peut tout à fait manger sans gluten sans manger des produits, sans manger des produits sans gluten qui coûtent cher. Bon, on a tous les deux raison. Ouais, si tu veux. Allez. Ok.
Juste quelques aliments comme ça pour comprendre ce régime pauvre en FODMAP ou sans FODMAP, je sais pas exactement ce qu'il faut dire. Blé, seigle, oignon, ail, pois chiches, lentilles, lait, yaourt, crème, miel, pomme, poire, chewing-gum sans sucre, prunes, oignons et certains édulcorants comme le sorbitol. Et j'ai le droit d'en avoir oublié un ou deux là dans tout ce que tu as dit. C'est possible. Non, mais bon, je pense qu'il y a... Tu m'as cité des riches là? Ou tu as mélangé les deux? Parce que j'ai vu passer des riches et j'ai tout mélangé. Ouais, alors je sais pas, je les connais pas par cœur. Non, mais t'as pas choisi. Ouais. Non, là, il y en avait que des... Que des méchants? Que des méchants, a priori. C'est bien ce qui me semblait. Mais c'était juste pour donner les exemples aux gens qui nous regardent. Je te demande pas de me dire s'il y a des vrais ou des faux. Hein. Je suis pas vicieux à ce point-là. Non, mais je les connais pas par cœur, moi. Et je reprends la liste. Mais il n'y a aucun intérêt à tellement les comprendre. À les connaître par cœur, autant sortir la liste, même devant un patient. Oui, mais c'est là que j'enchaîne. Il y a plein de listes fausses. Donc, faut aller sur les listes de la Société française de gastroentérologie ou celle du CREG, enfin les sociétés savantes de gastroentérologie. Là, les listes sont à jour. Mais ça, dis-le bien clairement. On les retrouve où, ces aliments, pour avoir une liste fiable? En gros, il faut aller sur le site web des sociétés savantes. Société nationale française de gastroentérologie, le CREG, probablement des sociétés de diététique que je connais pas. Comment t'écris CREG? C'est RE2G, je crois. Ok. Ça se met en place seul, quelqu'un qui est pas bien, qui nous regarde et qui se dit peut-être que ça me ferait du bien et je vais me faire un régime sans FODMAPs tout seul ou pauvre en FODMAPs, ou est-ce qu'il faut aller voir un ou une professionnelle? Alors c'est déconseillé pour deux raisons, parce que un, c'est trop difficile à faire tout seul. Deux, quand c'est cadré par une diététicienne, c'est démontrer que les gens le font mieux. Il y a des applis. Il y a des gens qui suivent très bien avec l'appli, ils l'ont dégoté en général tout seul. C'est l'appli la meilleure, c'est la fameuse Monash. Mais c'est déconseillé aussi parce que des gens vont commencer des régimes d'exclusion, voire on a vu arriver des gens carencés. En gros, ils bouffaient plus rien, ils étaient persuadés qu'il y avait des formates partout, et puis au bout d'un moment, t'as des vraies carences, quoi. Pas de vitamines, pas de trucs, pas de machin. Donc ça peut être même dangereux, et plus encore. Il y a une période de la vie qui est propice aux troubles de comportement alimentaire, ou à l'éviction de certains aliments, ou alors des fois c'est l'anorexie mentale, des fois c'est ce qu'on appelle l'ARFID, qui est une espèce d'anorexie mentale sans dysmorphophobie et d'anomalie de perception du corps. Et alors là, il faut être très très prudent quand on commence ces régimes-là, parce qu'après, les malades s'embarquent tout seuls dans une mauvaise direction. Il faut faire attention. Donc c'est difficile à faire, et puis ça peut être quelquefois pas indiqué, on peut se retrouver avec des carences si on fait pas bien. Et à interpréter, c'est pas forcément simple, tu nous as dit 4 à 6 semaines, etc. Donc on fait pas ça seul. Et on se fait suivre par quelqu'un. Oui, alors l'état sanitaire de la France est ce qu'il est. Donc c'est facile de dire aller voir la diététicienne. Et puis ça a un coût, hein. Donc ça, on connaît tout ça, toutes ces contraintes. Mais c'est vraiment... Enfin, c'est comme ça qu'il faut faire. By the book. Je vais te proposer quelques solutions également au syndrome de l'intestin irritable. Tu vas me dire ce que tu en penses. Donc on vient de parler du régime sans FODMAPs. Les probiotiques, on en a parlé un peu tout à l'heure. On en fait quoi des probiotiques pour aller mieux ? On va rappeler leur histoire, parce qu'ils ont une histoire. C'est nous, les gastro-entérologues, qui les avons inventés, les probiotiques. Il y a 40 ans, c'est nos enfants, les probiotiques. Et c'est des enfants perdus, en fait. Parce qu'il y a eu 15 000 études versus placebo qui montrent un bénéfice misérable. Misérabilissime. Et en fait, ça coûte... Alors, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on... Donc, tu es en train de dire que l'effet des probiotiques est misérable. Oui. Vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ? Deux choses. Il y a un probiotique dans la diarrhée aux antibiotiques, mais seulement la diarrhée aux antibiotiques et rien d'autre, qui montre vraiment une efficacité. C'est Saccharomyces boulardii. D'accord ? C'est une levure, c'est pas une bactérie. Et en fait, les autres, là, il y a écrit 10 millions de machins, de bifides, de lactotrucs sur la boîte. Les gens sont hyper contents. Et il y a tout un tas de gens qui les ont récupérés. Nous, on les a abandonnés parce qu'on sait bien que ça marche très très peu. Et il y a plein de gens qui disent « Oh, attendez, on va moduler votre microbiote, vous allez prendre soin de votre microbiote, machin. » Ils ont rien compris. Les docteurs, tu parles, mais ça fait juste 30 ans qu'on a compris, quoi. Et que malheureusement, ça marche pas. Voilà. Et qui va en les vendre, encore une fois, pour se faire du fric sur le dos des gens. Donc le bénéfice est extrêmement minime. Et pour nous, c'est un drame. Parce que, en fait, faut comprendre un truc. T'es une bactérie. Voilà. T'es en train de te balader. Tranquille, peinard, t'as bien mangé quand t'étais petit, t'es bien en forme, t'as été bien élevé, bien éduqué, comme une bactérie qui avait tout ce qu'il fallait pour croître, etc. Et là, t'arrives dans une prison de haute sécurité, qui est l'écosystème digestif, où tu vas avoir pour toi à peu près 25 cm² d'espace pour survivre, et des milliards de mecs qui sont 10 fois plus nombreux que toi, beaucoup plus armés, qui ont l'habitude de vivre ensemble et qui vont te dézinguer.
te dézinguer. Et le souci, c'est que c'est notamment les souches isolées ont vachement de mal à s'implanter. Ce que tu es en train de dire, c'est que les petites sources, les petites souches de bactéries qu'on a cultivées en labo, qu'on a mis ensuite dans une gélule et puis qu'on a essayé de faire prendre, quand elles arrivent dans la vraie vie de l'intestin, chez monsieur et madame tout le monde, c'est la jungle. C'est un écosystème qui n'est pas hostile en lui-même, mais pour s'y implanter et essayer d'y devenir majoritaire et avoir un effet et s'insérer dans les chaînes... C'est quand même un endroit compétitif, en tout cas. Complètement. Et puis, je veux dire, t'as les bactéries, c'est mignon, mais en fait, dedans, t'as des virus. T'as des virus de bactéries, donc dirigés contre les bactéries. T'as des levures, donc qui sont des champignons. Tu as des organisations en multicouches de tout cela qui sont capables de collaborer et de s'échanger des nutriments, etc. C'est ce qu'on appelle les biofilms, par exemple. Voilà. Et puis, tu as les archées. Les fameuses archées qui ressemblent à des bactéries, mais qui, en fait, tu ressembles plus. Il y a quasiment plus de vraisemblance entre toi et une levure qu'entre une archée et une levure. Alors qu'au microscope, ça a la même gueule. Je connais même pas les archées, pour être très honnête avec toi. Les archées, ça a divergé du vivant. Donc t'as le Last Universal Common Ancestor, notre premier ancêtre commun qui a probablement eu plein de tentatives avortées, du premier truc qui arrivait à se reproduire, tu vois. Voilà. Et puis, il a divergé en 3, à peu de choses près. Donc t'as eu les eucaryotes, les cellules à noyau, les prokaryotes, et puis t'as les archées qui sont très à part, et qui sont notamment les fameux productrices du méthane. Et alors, c'est très drôle, cette petite anecdote à l'Institut Pasteur. Il y avait un mec qui bossait que sur les archées, donc ce sont des extrémophiles. Ça ressemble à des bactéries, ça n'en est pas. Ça pousse à 120 degrés, ça pousse à moins 40, j'exagère. Et il y en a une chez nous, qui est Methanobrevibacter smithii. Et je me souviens toute ma vie de qu'on a eu le cours sur les archées à l'Institut Pasteur, où des mecs voyaient des trucs qui poussaient sur la boîte. Ils testaient génétiquement tous les trucs de screening bactérien. Ils disaient, mais merde, qu'est-ce que c'est que cette bactérie qui veut pas? Et là, un mec un jour passe, au bout de 10 ans de recherche, leur dit, mais attendez, c'est une archée votre truc. Ça y ressemble, mais c'en est pas. Tout simplement. Et nous, on a Methanobrevibacter smithii, qui est notre producteur de méthane. Donc, là-dedans, cet écosystème, il y a une complexité infinie, en fait. Bon, donc les probiotiques, on oublie. Quelque chose dont on a parlé juste avant qu'on commence, et je raconterai mon histoire personnelle dessus, tu vas me dire ce que tu en penses. Les fibres solubles comme le psyllium, est-ce que ça, c'est intéressant? C'est génial. C'est fabuleux. C'est incroyable. Ce sont des fibres qui sont assez faciles à prendre. Alors, tu as des formes effervescentes, pervergescentes. C'est juste des fibres, t'expliques ça aux patients, et qui vont structurer la selle de façon très satisfaisante. Et ça marche pas que dans l'intestin irritable ou dans la constipation. Alors, c'est quoi? C'est une plante? C'est quoi? C'est une plante. Ok. Voilà, c'est du psyllium. Alors, tu as du psyllium blond. Je crois qu'il y a du psyllium, je sais plus quelle couleur. C'est le psyllium blond qu'on voit souvent dans le commerce, non? Oui, c'est celui-là qui est en grande majorité utilisé. Alors, j'ai une patiente qui a remplacé le gluten par le psyllium. Ça se fait beaucoup maintenant en cuisine. D'utiliser la poudre. Effectivement, ça a un peu de goût. Ouais, mais surtout la texture. J'ai une recette de gâteau au chocolat au psyllium que m'a filé une de mes patientes. Alors le nom, ça existe dans le commerce, en pharmacie. Je ne vais pas faire la pub du sachet de la pharmacie, mais elle met le sachet de machin et elle fait son gâteau. Et j'ai goûté du pain au psyllium sans gluten, c'était très bon en fait. Et donc c'est des fibres de super qualité et ça va former mieux tes selles. Et ça marche et c'est magique. Et je vais raconter une anecdote. J'ai un patient qui malheureusement avait attrapé un cancer de l'anus. Voilà, il a eu une amputation abdomino-périnéale et on lui a reconstitué ce qu'on appelle une stomie pelvienne. On lui a branché, au lieu de le brancher à la peau, on l'a branché en bas. Dans le pelvis, et c'est catastrophique. Parce que justement, t'as pas tout l'appareil défécatoire. Donc, 10 selles par jour sur lui, incontinent à 50 ans, un cauchemar. Eh ben, je le mets sous psyllium. 1 selle par jour moulée. Un seul petit épisode de fuite, j'ai changé sa vie. Il va au Cinoche, il fait des trucs, il était reclus chez lui. Donc voilà. Ça veut dire quoi, mettre au psyllium? On le prend comment? Quelle quantité? Ah bon, alors là, j'ai envie de te dire... On achète, donc c'est une petite poudre qu'on achète. Ouais. On se retrouve avec une petite poudre. On peut le trouver en magasin. Une cuillère à café, une cuillère à soupe, une à chaque repas, une par jour. Alors on teste, il n'y a pas de reco. Non mais j'ai envie de dire, débrouillez-vous quoi. Allez-y. Appropriez-vous le psyllium. Si vous avez l'impression que ça a un effet, une cuillère, 2 cuillères, un sachet, sous forme de sachet, etc., sous forme de graines, sous machin. En gros, les gens, ils testent et ils voient. Je ne suis pas je suis pas à l'intérieur du côlon de chaque personne, ça je leur explique. Voilà, d'abord ça m'intéresse pas, d'accord. Et en fait, je n'aurai jamais la perception que eux ils ont. Et c'est en influant
progressivement et en leur laissant la main sur les quantités de trucs ou de laxatifs ou d'autres choses ou d'anticonstipants qui vont trouver le truc qui leur va bien. Il faut tester. Donc moi maintenant je vais raconter un peu mon histoire personnelle. J'ai un système digestif qui va bien. Félicitations. Mais avec tout ce qu'on fait, les interviews avec Jérôme, etc., c'est vrai que j'avais vu des sources fiables qui mettaient en avant ce psyllium. Et je me suis dit on va tester parce que je suis intéressé par ça et moi je pense qu'on doit véritablement s'intéresser à sa santé et expérimenter des choses comme on l'a dit tout à l'heure, regarder un petit peu à quoi ressemblent nos selles peut-être, ça peut être intéressant, en tout cas pas faire un blackout complet, etc. Et donc j'ai testé ça, tout simplement par exemple dans un yaourt, mélanger ou dans un verre d'eau ou dans n'importe quoi, mélanger une cuillère à café, une cuillère à soupe. Et si mon système digestif allait bien, j'ai l'impression qu'il va encore mieux. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais aux toilettes, je fais caca en 10 secondes, je me relève, je sors des toilettes et c'est fini. C'est quand même... c'est bluffant. Moi, j'incite tout le monde à vraiment tester. C'est bluffant. Donc, en fait, tu roulais... tu es en train de nous dire que tu roulais très bien avec un vélo normal et que là, tu as un vélo en alu ou un peu plus léger et c'est chouette. C'est ça que tu nous dis. D'accord. Que si on l'enlève, ma vie, je vais pas avoir de gêne particulière dans ma vie, mais qu'en prendre un peu, ça fait que mon système digestif va mieux. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas d'académie des Oscars, de la meilleure perfo, du cacaboudin. Je n'ai pas d'échelle de je vais bien et ça va encore mieux sur ça. Donc, je ne sais même pas ce que tu me racontes en fait, mais ça m'intéresse. Est-ce que c'est plus facile à sortir? Est-ce que c'est des perfects? C'est plus facile à sortir. J'ai les fesses et l'anus qui est plus propre après. Donc, tu fais des économies de papier toilette? Exactement. Donc c'est plus rapide et voilà. Donc, faut dire aux gens, mangez des fibres et vous allez sauver la planète, quoi. On dépensera moins de papier toilette. Alors, je sais pas quoi te dire, ça m'étonne pas du tout. Attention, il est prescrit comme laxatif. Si on en prend trop, il peut aussi être un peu trop laxatif. Mais j'ai envie de dire, alors là, fais ce que tu veux, quoi. Pour qu'on reste dans la même thématique, on a dit au début qu'on apprendrait aux gens à faire caca. Tu nous expliques un peu ça? Alors, il faut d'abord savoir s'écouter. Alors, quand on travaille dans un open space avec 120 personnes et qu'il n'y a qu'un seul chiotte, ça se voit. Ça se voit vite d'y aller, donc les gens se retiennent. Et puis, ils se retrouvent constipés. Donc, on recommande quand même d'y aller. La part sociale, on est capable de réprimer la sensation. On le sait bien, que si l'envie arrive, on va attendre un peu, ça va passer. Donc, sauf que lui, en bas, au bout d'un moment, le rectum, il va dire, bon, t'écoutes pas. Je te dis qu'il faut y aller, tu fais rien, donc merde, j'arrête de te dire d'y aller. Et puis, on peut se désensibiliser comme ça, et après, le payer. C'est-à-dire avoir moins de signaux, donc accumuler, donc aller moins souvent aux toilettes. Donc premièrement, s'écouter. Ensuite, il faut avoir des positions, ce que j'appelle le Kaka Sutra, en fait. Donc en gros, il y a une manière de se positionner sur les toilettes. On dit le petit tabouret relevé, un petit peu redressé comme ça, voilà, typiquement en prenant les genoux, pour en fait ne pas pousser vers le mur. Parce que quand t'es poussé comme ça à moitié, je sais pas si on me verra ou pas. Quand on est assis en fait à 90 degrés. Exactement, qu'on est comme ça sur Insta et qu'on pousse, on a tendance à pousser dans la mauvaise direction. Donc il faut un tabouret que vous mettez sous les pieds pour rehausser vos genoux. Alors, pas nécessairement chez tout le monde, parce que les gens, ça va bien se passer, mais il y a des positions très clairement qui sont vicieuses. Et il y a un membre de ma famille qui a eu une petite fille il y a pas très longtemps. Et en fait, elle me dit, ouais, elle a l'air constipée, etc. J'ai suffi de voir la position de la gamine sur le pot pour me dire, bon, non, mais stop, quoi. En fait, elle est pliée en deux comme ça va jamais sortir. Elle peut faire tous les efforts qu'elle veut. Voilà. Donc, il faut savoir se positionner, pas pousser trop fort. Si on commence à pousser trop fort, c'est peut-être qu'il y a un souci. Ne pas devenir aussi obsessionnel de ça. Ça fait aussi partie des bonnes pratiques pour moi de faire caca. Parce que j'ai souvent des patients qui viennent avec un classeur Excel. Le pire que j'ai eu, c'est le poids des selles pesé sur la balance de la cuisine. Donc la dame qui fait caca au milieu de son salon, si tu veux, sur sa petite balance de cuisine et qui me fait heure par heure, jour par jour, etc. Et qui a failli se casser le col du fémur et avoir comme patient derrière en rééducation. Donc faut pas non plus que la vie tourne autour de ça. Parce que ça fait des gens qui sont après complètement obsessionnels. Donc bien faire caca, ça veut dire respecter la position, s'écouter, et puis ne pas non plus passer sa vie à ça, j'ai envie de dire, à penser à ça. Donc dans les grandes solutions que tu as données pour diminuer les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, qu'est-ce qu'on garde? On garde le fait d'essayer d'avoir une alimentation équilibrée,
Ensuite, on teste un régime sans FODMAPs si ça suffit pas. Si on a un problème de constipation, on rajoute des fibres. Donc on essaie de manger des légumes, on rajoute du psyllium s'il faut. Ouais, on est bon. Voilà. Et puis on essaie de bien faire caca. Après, on joue sur le stress, tu l'as dit. Ouais. Et on essaie de faire en sorte, notamment, tu as parlé d'hypnose, qui peut être une bonne piste à explorer. Alors oui, il n'y a pas de discussion. Hein. Y avait un gastro-entérologue assez connu qui avait fait les premiers tests sur l'hypnose, et en gros, on lui disait votre côlon, c'est lent, c'est le périph' à 17h, ça n'avance pas, pof. Pendant 4 jours, impossible d'aller aux toilettes. À l'inverse, la mer, les vagues, l'eau, ça coule, ça descend, il faut vite, etc. Sortie d'hypnose, toilette tout de suite. Donc, faut trouver le bon hypnothérapeute. C'est pas forcément évident, mais il y a des gens qui savent très bien faire ça. Et puis, ça module aussi un peu. On peut aussi travailler en hypnose sur le stress. Donc, il faut surtout ne comprendre que le stress, c'est pas honteux, quoi. C'est pas grave, et il faut identifier si c'est un axe de travail. Les stress aigus comme des réunions, des machins, c'est pas très difficile à manager. Mais il faut aussi ne pas avoir peur de parler des traumas et des stress chroniques. Je vois des gens qui ont des parcours de vie, ils ont été massacrés, ils sont debout, ils ont fait leur vie, ils ont fait la résilience, ils ont du courage. Et en fait, ils vivent avec l'expression de plein de symptômes. En fait, c'est la souffrance cérébrale, tout ça, ça a été empaqueté, ça a été mis dans la cocotte minute, là, et on n'a jamais ouvert la vanne. Et donc, ça sort sous forme de douleur, etc. C'est pas grave. Faut juste travailler dessus. Les gens se sont construits avec des fondations qui sont certes solides, mais comme je le dis souvent, ça est Rambo. À la fin du film, il a niqué tout le monde, il a tout pété, il a gagné, il est là. Mais putain, il a mal partout. Il a mal partout. Il en a pris plein la gueule, il saigne, il coule, etc. Alors ouais, super, il est debout. Ben oui, mais ça, c'est stop. Donc, on est toujours debout, mais on a le droit de temps en temps d'être Rambo, cicatrisé, en forme et d'aller bien. Et donc, c'est un vrai sujet. Il faut de la diplomatie et de l'écoute quand on l'aborde avec les patients. Et plus j'ai été sur ce terrain-là en tant que gastro, auquel j'ai absolument pas été formé, et auquel j'ai compris qu'il fallait que je me forme et que j'écoute, j'ai vu des choses qui, moi, m'ont profondément touché en tant que médecin, m'ont mis des fois très mal. J'ai appris maintenant à gérer ça, et j'espère arriver à le transmettre à mes internes, parce que là, c'est mon boulot, ça. Et ça, j'ai compris que ça faisait partie de mon travail. Et je pense que quand même, on a réussi à apporter ça dans la vidéo qu'on a tournée aujourd'hui. Je te propose qu'on finisse avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités. Toi, si tu devais donner un seul conseil pour améliorer la santé de tes patients, lequel choisirais-tu ? Dans l'intestin irritable, etc. Allez, si tu veux. La bouffe. Mangez bien. Mangez bien. On a donné pas mal de pistes pour essayer de manger bien. Et des fois, les choses les plus simples sont celles qui marchent le mieux. Toi, qu'est-ce que tu as changé récemment dans ta vie pour être en meilleure santé ? Je fais du sport. Je vais pas cacher que j'ai une dévotion à mon métier qui est au-delà de l'entendable. Et mon épouse aussi, et beaucoup de médecins sont dans ce cas. On travaille énormément. J'adore ce que je fais, mais c'est pas parce que j'adore ce que je fais que je suis aveugle sur la quantité de travail qu'on fournit à l'hôpital public. Et je suis arrivé à vers 38 ans, et je voulais pas me baisser pour ramasser un truc. Je voulais pas me baisser. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait ? J'ai réalisé que je faisais l'économie, alors que j'avais toujours été sportif. J'ai vu qu'il y avait un problème. Je me suis remis à faire du sport, et surtout, donc j'ai fait 2 choses. Je me suis mis à faire du sport, et j'ai mis toujours autant d'énergie et de cœur à l'ouvrage à faire mon travail, mais je n'y ai plus mis d'affect. C'est-à-dire que je suis chef de service, je prends 10 tartes pour une réussite, tu vois, et donc ça s'écroule de partout, hein, c'est très très compliqué, donc t'es là, t'y crois, tu fais, tu tiens, t'emmènes les gens avec toi, ça demande une énergie folle, mais ça vaut la peine pour le truc que t'as réussi à aller chercher. Et donc pour ça, il faut mettre beaucoup de conseils, parce que je vois beaucoup de patients en burn-out. La burn-out est une maladie des gens qui travaillent, c'est pas une maladie des feignants, c'est une maladie des gens qui aiment leur métier, et comme on dit, si vous voulez qu'un truc soit fait, demandez à la personne débordée, c'est le seul qui le fera, parce que lui, il bosse. Et donc, je dirais, méfiez-vous, mettez de l'énergie dans votre travail, du cœur, etc., mais n'y mettez pas d'affect et préservez-vous aussi. Voilà, c'est ça que j'ai changé dans ma vie. Merci beaucoup, professeur Henri Duboc, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. C'était le podcast de GGRF.